Bonjour à tous. The Magic of Thinking Big, La magie de voir grand de David Schwartz, est l'un des meilleurs livres de développement personnel jamais écrits. Ce livre a été publié il y a 63 ans, en 1959, mais il est toujours d'actualité et extrêmement pratique. Ce livre aura un impact positif sur presque tous les aspects de votre vie, qu'il s'agisse de gagner plus d'argent, d'atteindre de grands objectifs, de devenir plus confiant, de se débarrasser de croyances autolimitantes, etc. Le livre est rempli de leçons précieuses, c'est pourquoi j'ai fait un résumé complet couvrant les 13 parties. Cette vidéo n'est pas destinée aux personnes qui ont la capacité d'attention d'un chiot. Elle est volontairement longue pour que, si vous ne pouvez pas lire le livre, vous puissiez en tirer toutes les informations importantes en regardant cette vidéo. Partie 1. Se guérir de la maladie de l'échec, les excuses. Les personnes qui ne réussissent pas souffrent souvent d'une maladie de l'esprit appelée excuse. Cette maladie ronge l'esprit de ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de réussite souhaité. Si nous étudions la vie des personnes qui réussissent, nous découvrons une différence frappante. Elles refusent de trouver des excuses. Alors que le médiocre est prompt à expliquer pourquoi il n'a pas, pourquoi il ne peut pas et pourquoi il ne réussit pas, la personne qui réussit ne perd pas son temps avec de telles excuses. La maladie de l'excuse est comme toute autre maladie. Si elle n'est pas traitée, elle s'aggrave avec le temps. Mais voilà, vous pouvez vous en prémunir. En comprenant ces 4 formes les plus courantes, vous pouvez vous libérer de la maladie de l'échec. Excuse numéro 1, c'est inutile. Je suis trop vieux ou trop jeune. Il existe 2 formes courantes d'excuses liées à l'âge. Le « je suis trop vieux » et le « je suis trop jeune ». La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de remédier à l'une et à l'autre. Prenons l'exemple de Cécile, un stagiaire de 40 ans qui se croyait trop vieux pour entreprendre quelque chose de nouveau. Cécile rêvait de réorienter sa carrière et de devenir représentant d'un fabricant. Mais il se décourageait, pensant qu'il devrait repartir de zéro à son âge. « Je suis trop vieux pour cela », disait-il. C'est alors qu'il a fait une percée. Au cours d'une session de formation, quelqu'un a demandé à Cécile quand la vie productive d'une personne commence-t-elle. Cécile réfléchit un instant et répond « Oh, vers l'âge de 20 ans, je suppose ». L'interlocuteur a poursuivi « Et quand la vie productive d'une personne se termine-t-elle » Cécile a répondu « Eh bien, les gens moyens peuvent être productifs jusqu'à l'âge de 70 ans environ. » Il réalise alors que la vie productive moyenne est de 50 ans et que la vie productive moyenne est de 70 ans. La durée de vie productive moyenne est de 50 ans et il n'a été productif que pendant 20 ans. Il lui reste donc encore au moins 30 ans de vie productive. Il n'avait même pas atteint la moitié de ses années productives. Après cela, le point de vue de Cécile a complètement changé, passant de « je suis déjà vieux » à « je suis encore jeune ». Rencontrons maintenant Jerry, un jeune homme de 23 ans confronté à la variante « je suis trop jeune » de l'excuse de l'âge. Jerry s'est vu proposer un poste de directeur commercial, supervisant une équipe de 8 vendeurs, tous plus âgés que lui. Il doute de sa capacité à occuper ce poste en raison de son âge. En quête de conseils, il s'est adressé à l'auteur. L'auteur lui a donné 3 conseils. 1. Ne vous souciez pas de votre âge. Si vous prouvez que vous êtes capable d'occuper le poste de directeur des ventes, vous êtes automatiquement assez âgé. 2. N'abusez pas de votre pouvoir. Il est essentiel de faire preuve de respect à l'égard de vos collègues plus âgés et de solliciter leurs suggestions. Faites-leur sentir qu'ils travaillent pour un capitaine d'équipe et non pour un dictateur. Faites-le et les hommes travailleront pour vous et non contre vous. 3. Habituez-vous à travailler avec des personnes âgées parce qu'à l'avenir, il y aura plus d'opportunités d'emploi où vous devrez diriger des personnes âgées. Cela ouvrira plus de portes. Jerry a accepté ces idées, réalisant que l'âge ne sera pas un handicap pour lui, à moins qu'il ne le permette. Excuse numéro 2. Mais ma santé n'est pas bonne. 2 expériences vécues par l'auteur au cours d'un après-midi illustrent les attitudes correctes et incorrectes à l'égard de la santé. L'auteur venait de terminer une conférence à Cleveland lorsqu'un homme d'une 30aine d'années l'a abordé en privé. Il a exprimé son admiration pour le discours, mais il était sceptique quant à ses avantages pratiques pour lui. Il a fait part de ses inquiétudes quant à son mauvais cœur et à la nécessité de se retenir.
Bien qu'il ait consulté 4 médecins qui n'ont trouvé aucune anomalie, il a continué à s'inquiéter. L'auteur lui a conseillé de consulter le meilleur cardiologue et d'accepter son diagnostic comme définitif. En outre, l'auteur lui a recommandé de lire un livre sur l'épanouissement de la vie. Peu après, lors d'un voyage en avion vers Détroit, l'auteur raconte « J'ai commencé à entendre un tic-tac venant de la personne assise à côté de moi. Elle a ensuite expliqué qu'une valve en plastique avait été implantée, ce qui provoquait un tic-tac dans sa poitrine. Au lieu de se décourager, cette personne a fait preuve d'enthousiasme et a révélé ses projets ambitieux d'étudier le droit et de poursuivre une carrière dans l'administration publique. Il a reconnu la nécessité de se ménager pendant quelques mois, mais s'est montré enthousiaste pour l'avenir, confiant qu'il serait comme neuf après la période de convalescence. » Que nous apprennent ces 2 histoires? La première personne a laissé la peur et l'inquiétude dominer ses pensées, compromettant potentiellement son bien-être. En revanche, la seconde personne a fait preuve d'optimisme et de détermination, refusant de laisser ses problèmes de santé entraver ses ambitions. Ces 2 histoires démontrent le pouvoir de nos pensées et de nos attitudes à l'égard de notre santé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'avoir la bonne attitude. Voici 4 choses que vous pouvez faire pour vous débarrasser de vos excuses en matière de santé. 1. Refusez de parler de votre santé. Le fait de parler constamment de votre maladie ne fait que l'amplifier. Concentrez-vous plutôt sur les aspects positifs de votre bien-être et engagez des conversations qui encouragent et inspirent les autres. 2. Refusez de vous inquiéter pour votre santé. L'inquiétude ne fait qu'amplifier vos problèmes de santé et vous empêche de profiter de la vie. Les tests et examens excessifs ne vous rendront pas plus sain. Ils ne feront qu'ajouter un stress inutile. 3. Soyez sincèrement reconnaissant de votre état de santé actuel. Comptez vos bénédictions et appréciez le bien-être dont vous bénéficiez. 4. Rappelez-vous souvent qu'il vaut mieux s'user que se rouiller. La vie est faite pour être vécue et appréciée. Ne perdez pas un temps précieux à trop réfléchir et à vous imaginer confiné dans un lit d'hôpital. Excuse numéro 3. Mais mon cas est différent. J'attire la malchance. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de David. L'auteur déjeunait avec 3 jeunes cadres juniors et il parlait de la récente promotion de David. Ils ont avancé toutes sortes de raisons, comme la chance ou le favoritisme, pour expliquer la promotion de David. En réalité, David a été promu parce qu'il était tout simplement mieux qualifié. Il travaillait plus dur, faisait un meilleur travail et avait une personnalité plus agréable. Les cadres supérieurs de l'entreprise avaient soigneusement examiné tous les candidats avant de le choisir. Cela n'avait rien à voir avec de la chance. L'un des vendeurs a félicité David pour une commande de 112 000 $ en disant que c'était de la chance. Mais voilà, ce vendeur médiocre n'a pas vu que la chance n'avait rien à voir là-dedans. David travaillait sur ce client depuis des mois, s'entretenant avec de nombreuses personnes et consacrant de longues heures à comprendre ses besoins. Il a tout planifié méticuleusement et a même impliqué des ingénieurs dans les études préliminaires. Ce n'était pas de la chance, mais une planification minutieuse et un travail acharné. En réalité, la réussite dans n'importe quel domaine ne dépend pas uniquement de la chance. Il s'agit d'avoir la bonne attitude et de faire des efforts. Pour vaincre les excuses de la chance, il faut accepter la loi de cause à effet. 1. Si vous regardez de près ce qui peut sembler être la chance de quelqu'un, vous verrez que c'est le résultat d'une préparation, d'une planification et d'une pensée positive. De même, lorsque vous rencontrez des revers qui peuvent sembler être de la malchance, il y a des raisons spécifiques qui les expliquent. Les personnes qui réussissent apprennent et se développent à partir de ces revers. 2. Ne tombez pas dans le piège des vœux pieux. La réussite n'est pas le fruit d'un effort ou de la chance, il est le fruit de l'action, de la maîtrise des principes et de la mise en œuvre des moyens nécessaires pour réussir. Excuse numéro 4. Mais il faut être intelligent pour réussir. On estime que pas moins de 95% des personnes qui nous entourent souffrent d'excuses liées à l'intelligence ou de la conviction qu'elles ne sont pas assez intelligentes. L'auteur raconte l'histoire de son ami John. C'était un professeur d'université très apprécié. Lorsqu'il est revenu de la guerre en Europe en 1945, quelque chose avait changé. Il avait perdu l'un de ses bras au combat. Cela aurait pu le rendre amer ou découragé, mais ce n'est pas le cas. Il était toujours souriant et prêt à donner un coup de main à quiconque en avait besoin. Un jour, l'auteur a eu une conversation approfondie sur son bras manquant.
Il lui a demandé comment il parvenait à rester aussi optimiste malgré le défi. John a souri et a répondu « Ce n'est qu'un bras. Ce serait bien d'en avoir deux, mais ils en ont enlevé un. » Cette conversation a fait comprendre à l'auteur que ce n'est pas le nombre de bras qui compte, mais l'attitude que l'on adopte. La bonne attitude avec un bras battra toujours la mauvaise attitude avec deux bras. Votre attitude est plus importante que votre intelligence. L'auteur raconte qu'il avait un ami nommé Chuck qui était un étudiant exceptionnellement brillant et avait obtenu son diplôme avec mention. Il rêvait de posséder sa propre entreprise dans l'ouest du Nebraska. Cependant, des années plus tard, lorsque l'auteur l'a retrouvé, Chuck a révélé qu'il n'avait jamais poursuivi ses aspirations entrepreneuriales. Au lieu de cela, il est devenu un expert des raisons pour lesquelles une idée d'entreprise n'aboutit pas. Chuck avait étudié toutes les raisons possibles de l'échec des petites entreprises, se concentrant constamment sur les pièges potentiels. Le plus triste, c'est que certains des anciens camarades de lycée de Chuck, qui ne semblaient pas avoir grand-chose à offrir et ne sont même pas allés à l'université, prospèrent aujourd'hui dans leur propre entreprise. C'est l'attitude et la façon de penser de Chuck qui l'ont freiné, et non son niveau d'intelligence. Voici quelques conseils pour surmonter l'excuse de l'intelligence. 1. Ne sous-estimez jamais votre propre intelligence et ne surestimez pas celle des autres. 2. Arrêtez de vous dévaloriser et concentrez-vous plutôt sur vos atouts. Découvrez vos talents uniques et concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez les utiliser efficacement. 3. Rappelez-vous chaque jour que votre attitude est plus importante que votre intelligence. 4. Au lieu de vous demander pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose, trouvez les raisons pour lesquelles vous pouvez le faire. Et 5. Rappelez-vous que la capacité à réfléchir est bien plus précieuse que la capacité à mémoriser des faits. Ne vous encombrez pas d'informations inutiles que vous pouvez facilement trouver sur Google. Utilisez votre capacité mentale à penser de manière critique pour générer de nouvelles idées et découvrir de meilleures façons de faire les choses. On a un jour demandé à Albert Einstein combien de pieds il y avait dans un mile. Sa réponse : « Je n'en sais rien. Pourquoi devrais-je remplir mon cerveau avec des faits que je peux trouver en 2 minutes dans n'importe quel ouvrage de référence standard ?» Einstein croyait qu'il fallait utiliser son esprit pour penser et non comme un garage à faits. Partie 2. Renforcer la confiance et détruire la peur. La peur est une force puissante qui nous affecte de diverses manières. Il est important de reconnaître son existence avant de pouvoir la surmonter. La peur est l'ennemi numéro 1 de la réussite, car elle empêche les gens de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Elle draine leur énergie et a même un impact sur leur santé physique. Voici 3 conseils pratiques pour renforcer la confiance en soi et vaincre la peur. Conseil numéro 1. L'action guérit la peur. Un cadre est venu demander conseil à l'auteur. Il traversait une période difficile au travail. Il craignait de perdre son emploi parce que les ventes de son département avaient baissé de 7% alors que les ventes globales du magasin étaient en hausse. Il avait aggravé la situation en prenant quelques mauvaises décisions et son directeur lui reprochait de ne pas suivre les progrès de l'entreprise, ce qu'il ne cessait de répéter. L'auteur dit « Je n'ai finalement pas pu attendre et je lui ai demandé ce qu'il faisait pour améliorer la situation. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien faire d'autre que d'espérer le meilleur. » Le fait est que l'espoir n'est qu'un début, mais l'espoir a besoin d'action. L'auteur lui a donc conseillé de prendre 2 mesures pour soutenir cet espoir. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi les ventes ont baissé et prendre des mesures pour les redresser. Deuxièmement, faites savoir à quelques amis professionnels de confiance qu'ils pourraient être ouverts à une meilleure offre ailleurs, juste au cas où. Et devinez quoi ? Quelques jours plus tard, ce même cadre a contacté l'auteur pour lui annoncer une nouvelle fantastique. Il avait intensifié son jeu et opéré quelques changements, en particulier au sein de son équipe de vente. Au lieu de tenir des réunions hebdomadaires, il a commencé à les organiser tous les jours, ce qui a fait une énorme différence. L'énergie est contagieuse. Lorsque l'équipe a vu l'énergie positive qu'il dégageait, elle a redoublé d'efforts pour réussir. Et il a non seulement réussi à dépasser les chiffres de vente de l'année précédente, mais aussi la moyenne du magasin. Il a même reçu 2 offres d'emploi, mais il les a refusées parce que tout allait enfin pour le mieux dans son poste actuel. Il ne pouvait pas être plus heureux de la tournure des événements et a exprimé sa profonde gratitude pour les conseils de l'auteur. Le propre de la peur, c'est qu'elle vous fige et vous fait espérer le meilleur. Mais n'oubliez pas que lorsque la peur s'installe,
il est temps de se libérer en passant à l'action. L'action guérit la peur. Par exemple, il vous est probablement arrivé d'être au bord d'une piscine et de vous demander si vous deviez sauter ou non. Mais soudain, un ami vous pousse et vous vous retrouvez dans l'eau et la peur disparaît. Ainsi, la prochaine fois que la peur tentera de vous retenir, posez-vous une question puissante. Quelle action puis-je entreprendre pour vaincre cette peur? Pour rendre les choses plus compréhensibles, permettez-moi de vous présenter quelques exemples quotidiens de la peur et des mesures correctives correspondantes. 1. Si vous êtes gêné par votre apparence, allez chez le coiffeur ou dans un salon de beauté, cirez bien vos chaussures et veillez à ce que vos vêtements soient propres et repassés. Adoptez le pouvoir d'une meilleure hygiène. 2. Si vous craignez de perdre un client important, engagez-vous à fournir un meilleur service. Faites un effort supplémentaire pour corriger les lacunes qui ont pu entamer la confiance de votre client. Montrez-lui pourquoi il vous a choisi en premier lieu. 3. Abordez la peur d'échouer à un examen et profitez-en pour transformer ce temps d'inquiétude en temps d'étude. Canalisez votre énergie dans la préparation. 4. Si la peur de prendre des décisions financières importantes, telles que l'investissement ou l'achat d'une maison vous préoccupe, analysez tous les facteurs pertinents, faites confiance à votre instinct et prenez une décision. Une fois que vous aurez pris votre décision, restez-y avec une confiance inébranlable. Rappelez-vous que vaincre la peur et développer la confiance en soi est un processus simple en 2 étapes. Premièrement, identifiez et isolez votre peur en déterminant exactement ce dont vous avez peur. Deuxièmement, passez à l'action. Quel que soit le type de peur auquel vous êtes confronté, il y a toujours une mesure à prendre pour la surmonter. Conseil numéro 2, ne mettez que des pensées positives dans votre banque de mémoire. Votre cerveau fonctionne comme une banque et vos pensées sont les dépôts que vous faites chaque jour dans votre banque de l'esprit. Lorsque vous êtes confronté à un problème ou que vous avez besoin de réfléchir, vous faites appel à votre banque de mémoire et vous demandez « Monsieur le banquier, que sais-je déjà à ce sujet ?» Et Monsieur Banquier vous donne les informations que vous avez stockées dans le passé. Mais voilà, votre mémoire ne choisit pas. Si vous lui demandez des pensées qui prouvent votre infériorité, elle vous fournira volontiers des souvenirs d'échecs passés. Si vous demandez à Monsieur le Banquier de vous montrer que vous êtes un raté dans la vie, il vous répondra probablement ceci. Vous vous souvenez quand votre professeur de 6e vous a dit que vous seriez un raté dans la vie? Et les commentaires que vous avez entendus de la part de vos collègues de travail? Oh, et n'oubliez pas, et ainsi de suite. Il peut creuser une pensée après l'autre qui vous donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Imaginez maintenant que vous alliez voir Monsieur le Banquier et que vous lui fassiez une demande différente. Vous dites « Monsieur le Banquier, je suis confronté à une décision difficile. Pourriez-vous me donner les idées qui me rassureront ?» Et devinez quoi, Monsieur le Banquier, très réactif, partage les réflexions que vous avez déposées plus tôt et qui prouvent que vous pouvez réussir. Il vous rappelle vos réalisations passées, la confiance que les autres ont en vous et les commentaires positifs que vous avez reçus au travail. Le secret de la confiance en soi consiste à gérer efficacement sa banque de mémoire. Et voici 2 choses simples que vous pouvez faire. 1. Chaque jour, ne déposez que des pensées positives dans votre banque de mémoire. Imaginez que chaque matin, avant de vous rendre au travail, vous décidiez de ramasser une poignée de terre et de la verser dans le moteur de votre voiture. Comment pensez-vous que votre voiture se comporterait? Elle commencerait très rapidement à mal fonctionner, incapable de faire ce que vous attendez d'elle. Il en va de même pour votre esprit lorsque vous y déposez des pensées négatives et désagréables. Ces pensées agissent comme de la saleté dans votre moteur mental, provoquant une usure inutile. Elles sont source d'inquiétude, de frustration et de sentiments d'infériorité. Elles deviennent des obstacles qui vous empêchent d'avancer alors que d'autres prennent de la vitesse. Laissez tomber le négatif et concentrez-vous uniquement sur les pensées positives. Avant de vous coucher, déposez consciemment de bonnes pensées dans votre banque de mémoire. Pensez à ce dont vous êtes reconnaissant, vos proches, vos amis et votre bonne santé. Rappelez-vous les actions positives dont vous avez été témoin au cours de la journée et célébrez vos propres victoires, aussi petites soient-elles. Rappelez-vous pourquoi la vie vaut la peine d'être chérie. 2. Ne conservez que les pensées positives dans votre banque de mémoire. Les pensées négatives, si l'on s'y attarde, peuvent devenir de gros problèmes qui entament la confiance en soi et conduisent à des difficultés psychologiques. La solution consiste à refuser consciemment de s'attarder sur les aspects négatifs et à se concentrer sur les aspects positifs.
Ne laissez pas les pensées négatives vous dominer. Choisissez de ne pas vous attarder sur les pensées désagréables de votre banque de mémoire. Lorsque vous vous souvenez d'expériences passées, concentrez-vous consciemment sur les bons côtés et laissez tomber les mauvais. Ce qui est encourageant, c'est que votre esprit souhaite en fait que vous oubliez ce qui est désagréable. Si vous coopérez, ces souvenirs désagréables diminueront progressivement et seront effacés de votre banque de mémoire. Conseil numéro 3, placez les gens dans la bonne perspective, la peur des gens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi de nombreuses personnes se sentent gênées en présence d'autres personnes? La peur des autres est l'une des peurs les plus courantes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être vaincue en mettant les choses en perspective. Permettez-moi de vous citer l'exemple intéressant d'un chef d'entreprise qui a réussi. Avant de s'engager dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, il était extrêmement timide, il se sentait inférieur aux autres et pensait qu'il était voué à l'échec. Cependant, pendant son service militaire, quelque chose a changé. En tant qu'infirmier, il examine jour après jour de nombreuses recrues. Plus il les observait, moins il avait peur des gens. Il s'est rendu compte d'une chose fondamentale à cette époque. Les gens se ressemblent plus qu'ils ne sont différents. Ils ont tous des désirs, des inquiétudes et des besoins similaires. Lorsqu'il a reconnu que les autres étaient comme lui, qu'ils voulaient de la bonne nourriture, que leurs proches leur manquaient et qu'ils visaient le succès, il a compris qu'il n'y avait aucune raison de les craindre. Mettez donc les gens en perspective et rappelez-vous que nous sommes plus semblables que différents. Voici 5 exercices pour renforcer votre confiance en vous. 1. Soyez à l'avant. Remarquez que les gens occupent souvent les places arrière dans les réunions et les salles de classe pour éviter de se faire remarquer. S'asseoir à l'avant renforce la confiance en soi. Prenez l'habitude de vous asseoir le plus près possible de l'avant. 2. Entraînez-vous à établir un contact visuel. La façon dont vous utilisez vos yeux en dit long sur vous. Éviter le contact visuel est un signe de faiblesse, de culpabilité ou de peur. Surmontez cela en regardant consciemment les gens dans les yeux lorsque vous leur parlez. Cela montre de l'honnêteté et de l'assurance et permet d'instaurer la confiance. 3. Marchez 25% plus vite. Marchez la tête haute et les épaules en arrière, en allant un peu plus vite que d'habitude. Vous remarquerez un regain de confiance en vous. 4. Entraînez-vous à prendre la parole. Le manque de confiance en soi entrave souvent la participation aux discussions. Plus vous prenez la parole, plus vous gagnez en assurance. Prenez l'habitude de dire quelque chose à chaque réunion ou conférence à laquelle vous assistez. Ne craignez pas d'avoir l'air ridicule, vous ne le serez pas. Pour chaque personne qui pense que votre idée est stupide, il y en a une autre qui pense que c'est une idée extraordinaire. 5. Faites un grand sourire. Un sourire est un puissant stimulant de la confiance en soi. Lorsque vous avez peur, essayez de sourire et voyez l'impact positif que cela a sur votre confiance. Partie 3. Comment voir grand? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent remarquablement alors que d'autres échouent alors qu'elles partent du même point de départ? La réponse réside dans le pouvoir de leur pensée. Il ne s'agit pas de centimètres, de kilos ou de diplômes, mais de la taille de leur pensée. Plus nos pensées sont grandes, plus nos réalisations sont importantes. Explorons donc comment nous pouvons élargir notre façon de penser et libérer notre véritable potentiel. 1. Vaincre le crime d'autodépréciation. Nous sous-estimons souvent nos capacités et laissons passer des opportunités. Par exemple, John tombe sur une offre d'emploi qui correspond parfaitement à ses aspirations, mais il l'écarte, convaincu qu'il n'est pas assez bon. Jim souhaite sortir avec Joanne, mais il hésite à l'appeler, doutant de sa valeur. Tom pense que M. Richards serait un prospect idéal pour son produit, mais il s'abstient de lui tendre la main, intimidé par le statut de M. Richards. Piotr, qui remplit une demande d'emploi, minimise le salaire qu'il attend, estimant qu'il ne mérite pas une somme plus élevée. Voici un exercice pour vous aider à reconnaître votre vraie valeur. 1. Identifiez vos 5 principaux atouts. Sollicitez le point de vue d'un ami objectif, un confident de confiance, un supérieur hiérarchique ou un mentor compétent qui pourra vous fournir une évaluation honnête. Dressez la liste des atouts tels que la formation, l'expérience, les compétences techniques, l'apparence, une vie familiale harmonieuse, les attitudes positives, les traits de personnalité et l'esprit d'initiative. 2. Sous chaque atout,
Inscrivez le nom de 3 personnes qui ont connu un succès important, mais qui possèdent cet atout dans une moindre mesure que vous. Cet exercice révélera que vous surpassez de nombreuses personnes accomplies dans au moins un domaine. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez. Ne vous sous-estimez en aucun cas. Maintenant que vous avez compris votre véritable valeur, il est temps de vous concentrer sur le vocabulaire des grands penseurs et sur les raisons pour lesquelles vous en avez besoin. Considérez ceci. Si vous vous adressez à un groupe de personnes en déclarant « J'ai le regret de vous informer que nous avons échoué », leur esprit évoquera immédiatement des sentiments de défaite, de déception et de tristesse. En revanche, si vous disiez « Voici une nouvelle approche qui, je pense, va réussir », vous susciteriez l'encouragement et la volonté d'essayer à nouveau. Dire « Nous avons fait une grosse dépense » fait automatiquement penser à de l'argent dépensé sans retour. En revanche, si vous dites « Nous avons fait un investissement important », les gens envisagent un bénéfice futur. Voici ce qu'il faut retenir. Les grands penseurs se spécialisent dans la création d'images mentales positives, tournées vers l'avenir et optimistes dans leur esprit et dans celui des autres. Pour penser grand, nous devons utiliser des mots et des phrases qui génèrent des images mentales substantielles et positives. Voici 4 stratégies pour développer le vocabulaire d'un grand penseur. Stratégie numéro 1. Utilisez de grands mots et des phrases positives et joyeuses pour exprimer vos sentiments. Lorsque quelqu'un vous demande « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?», répondez avec enthousiasme en disant « Tout à fait merveilleux, merci. Et vous, comment vous sentez-vous ?» Évitez les réponses telles que « Je suis fatigué, j'ai mal à la tête » ou « Je ne me sens pas très bien ». Cela ne veut pas dire que vous devez cesser d'écouter votre corps et vous forcer à faire semblant tout le temps. Ces conseils visent simplement à vous remonter le moral. En répondant positivement aux questions sur votre bien-être, vous vous sentirez progressivement bien et vous amplifierez votre sentiment d'estime de soi. Soyez connu comme quelqu'un qui rayonne constamment de positivité. Cela vous attirera des amis et des alliés. Stratégie numéro 2. Utilisez des termes clairs, joyeux et favorables lorsque vous décrivez d'autres personnes. Prenez l'habitude d'utiliser des mots positifs pour vos amis et collègues. Lorsque vous parlez de personnes absentes, assurez-vous de les couvrir de compliments et de phrases généreuses. Veillez à éviter les remarques dévalorisantes ou désobligeantes, car les ragots finissent toujours par atteindre leur destinataire. De tels propos négatifs ne font que diminuer votre propre stature. Stratégie numéro 3. Utilisez un langage positif pour encourager et élever les autres. Saisissez toutes les occasions de complimenter personnellement les gens. Tout le monde a besoin d'éloges et de reconnaissance. Mettez un point d'honneur à faire des compliments sincères. Reconnaissez et appréciez les efforts de vos collègues. Complimentez les autres sur leur apparence, leur travail, leur réalisation et leur famille. Les compliments sincères et opportuns sont un outil puissant. Stratégie numéro 4. Utilisez des mots positifs pour présenter vos projets et vos idées aux autres. Lorsque vous présentez vos idées en disant « Voici de bonnes nouvelles, nous avons une véritable opportunité », leur esprit s'enflamme. À l'inverse, si vous abordez la question avec une phrase comme « Nous avons un travail à faire, que cela nous plaise ou non », l'image mentale devient terne et peu inspirante et leur réponse en sera le reflet. D'accord, un petit résumé avant de passer au deuxième conseil. Dans cette section, nous avons parlé de comment penser grand. Le premier conseil visait à vaincre le crime de l'autodépréciation. Nous avons parlé d'un exercice en 2 étapes pour trouver vos atouts et vous faire réaliser que vous êtes plus grand que vous ne le pensez. Enfin, nous avons parlé de 4 stratégies pour développer un vocabulaire de grand penseur. 2. Élargissez votre vision, voyez ce qui peut être et pas seulement ce qui est. Les grands penseurs ont la capacité de voir au-delà de ce qui existe actuellement et d'envisager ce qui pourrait être. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un agent immobilier très prospère, spécialisé dans les propriétés rurales. Il était connu pour avoir transformé des fermes délabrées en entreprises florissantes. Imaginez une belle campagne avec une ferme négligée, une maison usée et un sentiment de désespoir. La plupart des gens l'ignoreraient, mais pas cet agent immobilier. Il a vu plus loin que le délabrement. Il a vu ce que la ferme pouvait devenir et pas seulement ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de promesses vagues, cet agent immobilier croit en la présentation de plans concrets qui stimulent l'imagination des acheteurs. Il avait une mallette remplie de propositions dactylographiées
chacune décrivant un avenir différent pour la ferme. Il avait 3 possibilités captivantes. Par exemple, l'une d'entre elles était une ferme arboricole combinée à un élevage de volailles, des rangées d'arbres fruitiers et des poules joyeuses qui gloussent. Il n'a négligé aucun détail, montrant comment cette ferme pouvait devenir rentable. Et devinez quoi? Son approche a fonctionné comme par magie. Il n'a pas convaincu les acheteurs de se contenter de ce que la ferme était. Il leur a fait voir son potentiel. La nouvelle s'est répandue et bientôt, il a vendu plus de fermes, plus rapidement et à des prix plus élevés que n'importe qui d'autre. Les gens voulaient sa touche transformatrice. Sa capacité à voir le potentiel là où les autres ne voyaient rien était comme un super pouvoir. Il a redonné vie à des terres oubliées, créant des opportunités à partir de rien. La morale de l'histoire est la suivante. Regardez au-delà du présent et envisagez ce qui pourrait être. Un grand penseur visualise toujours les possibilités futures au lieu de se laisser enfermer dans le présent. Pour développer votre pouvoir de vision, pratiquez ces exercices de valeur ajoutée. Exercice numéro 1, entraînez-vous à donner de la valeur aux choses. Rappelez-vous l'exemple de l'immobilier. Mettez-vous au défi en vous demandant « Comment puis-je augmenter la valeur de cette pièce, de cette maison ou de cette entreprise ?» Cherchez des idées pour donner plus de valeur aux choses. Exercice numéro 2, entraînez-vous à apporter de la valeur ajoutée aux personnes. Au fur et à mesure que vous gravissez les échelons de la réussite, une grande partie de votre rôle se concentre sur le développement des personnes. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je apporter de la valeur à mes subordonnés? Comment puis-je les aider à devenir plus efficaces? N'oubliez pas que pour faire ressortir le meilleur de quelqu'un, vous devez d'abord envisager son potentiel le plus élevé. Exercice numéro 3, entraînez-vous à vous valoriser. Procédez à une auto-interview quotidienne. Posez-vous la question suivante. Que puis-je faire aujourd'hui pour augmenter ma valeur? Visualisez-vous non pas comme ce que vous êtes aujourd'hui, mais comme ce que vous pouvez devenir. Partie 4. Comment penser et rêver de manière créative? La pensée créative est la clé qui permet de découvrir des méthodes innovantes et améliorées pour accomplir des tâches. Qu'il s'agisse de réussir à la maison, au travail ou dans la communauté, la capacité à trouver de meilleures façons de faire les choses est essentielle. Voici 4 excellentes méthodes pour devenir plus créatif. 1. Développer et renforcer votre capacité de réflexion créative. Première étape, croire que c'est possible. Lors d'une session de formation à la pensée créative, l'idée d'éliminer les prisons dans les 30 prochaines années a été évoquée. L'idée a semblé étrange aux participants qui pensaient que libérer les criminels conduirait au chaos et mettrait en danger des innocents. Le groupe a exprimé ses préoccupations, soulignant la nécessité d'avoir des prisons. Certains ont même mentionné que les emplois de la police et des gardiens de prison dépendaient de l'existence des prisons. Les participants semblaient convaincus qu'il était impossible de supprimer les prisons. Toutefois, l'animateur les a incités à suspendre temporairement leurs doutes et à approfondir l'idée. Grâce à ce changement d'état d'esprit, le groupe a commencé à formuler des suggestions sur la manière d'aborder différemment la prévention de la criminalité. Il s'agissait notamment de créer davantage de centres pour les jeunes, de s'attaquer à la pauvreté comme cause première, de mener des recherches pour identifier à l'avance les criminels potentiels, de mettre au point de nouvelles procédures de réhabilitation et d'enseigner aux forces de l'ordre des méthodes de réforme efficaces. L'exercice a mis en évidence le fait qu'en croyant à la possibilité du changement, de nouvelles perspectives et idées peuvent émerger, conduisant à des solutions innovantes qui n'avaient jamais été envisagées auparavant. L'expérience illustre une vérité importante. Lorsque vous croyez que quelque chose est impossible, votre esprit s'efforce de confirmer votre croyance. En revanche, lorsque vous croyez sincèrement qu'une chose est possible, votre esprit s'emploie activement à trouver les moyens d'en faire une réalité. Pour développer votre pouvoir créatif par le biais de la croyance, considérez les suggestions suivantes. 1. Éliminez le mot « impossible » de votre vocabulaire de pensée et d'expression, car il ne fait qu'engendrer l'échec. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez accomplir. 2. Pensez à une aspiration particulière que vous avez jugée inaccessible et dressez une liste des raisons pour lesquelles vous pouvez la réaliser. Il est important de reconnaître qu'il n'existe pas d'approche unique pour toute tâche. Qu'il s'agisse de décorer un appartement, d'aménager une pelouse, de réaliser une vente, d'élever un enfant ou de cuisiner un steak,
Il existe d'innombrables esprits créatifs avec des perspectives et des idées uniques. Acceptez la diversité des possibilités et comprenez qu'il existe plusieurs meilleures façons d'atteindre un objectif. 2. Posez-vous chaque jour la question suivante. Comment puis-je faire mieux? Les personnes qui réussissent sont toujours à la recherche de moyens de s'améliorer. Ils savent qu'ils peuvent faire mieux. Alors ils se demandent « Comment puis-je faire mieux ?» Permettez-moi de vous parler d'un chef d'entreprise remarquable qui a réussi à s'imposer sur un marché concurrentiel. Bien qu'elle ait commencé avec seulement 3 500 $ et qu'elle ait dû faire face à une forte concurrence, elle a ouvert 4 quincailleries en seulement 4 ans. Comment a-t-elle fait? Grâce à son programme d'amélioration hebdomadaire. L'auteur s'est rendu dans son magasin pour s'enquérir de son succès. Elle l'a attribué à son propre programme d'amélioration hebdomadaire. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un simple plan destiné à l'aider à améliorer son travail chaque semaine. Elle a divisé son travail en 4 éléments clés, les clients, les employés, les marchandises et la promotion. Tout au long de la semaine, elle a pris des notes et noté des idées sur la manière d'améliorer son entreprise. Puis, chaque lundi soir, elle consacrait 4 heures à l'examen de ses idées et à la recherche de moyens de mettre en œuvre les meilleures d'entre elles. Grâce à cet exercice, elle a partagé de nombreuses petites innovations qui ont fait le succès de ses 3 premiers magasins. Par exemple, elle a soigneusement disposé les marchandises dans ses magasins, mis en œuvre une technique de vente suggestive qui a convaincu 2 clients sur 3 d'acheter des articles supplémentaires, conçu un plan de crédit pendant une grève au cours de laquelle de nombreux clients étaient au chômage, et même créé un concours destiné à stimuler les ventes pendant une période creuse. Sa passion et sa confiance en elle étaient évidentes. Elle a souligné que son plan d'amélioration hebdomadaire fonctionnait vraiment. En se posant constamment la question « Comment puis-je faire mieux ?», elle a trouvé les réponses. Il ne se passait pas un lundi soir sans qu'elle ne propose un plan ou une technique permettant d'améliorer son compte de résultats. Elle a également fait part d'un point de vue important sur la réussite du merchandising. Selon elle, ce que vous savez au départ n'a pas autant d'importance que ce que vous apprenez et appliquez une fois que vous avez ouvert vos portes. C'est la recherche permanente de l'amélioration qui compte le plus. Voici donc un exercice quotidien pour développer votre attitude « Je peux faire mieux ». Avant de commencer à travailler chaque jour, prenez 10 minutes pour réfléchir à la manière dont vous pourriez améliorer votre travail. Posez-vous des questions telles que « Comment puis-je encourager mes employés ? Quelle faveur spéciale puis-je faire à mes clients ? Comment puis-je accroître mon efficacité personnelle ? » Passez en revue vos idées une fois par semaine et mettez en œuvre celles qui vous semblent prometteuses. Cet exercice peut sembler simple, mais il a un impact profond. Vous découvrirez de nouvelles façons créatives d'atteindre un plus grand succès. 3. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je en faire plus ? Il était une fois un jeune cadre travaillant dans une banque dont le collègue avait soudainement démissionné, laissant son service dans une situation difficile. Ce collègue jouait un rôle important et le travail ne pouvait pas être simplement mis en attente. La vice-présidente responsable du département a appelé notre jeune cadre pour discuter avec lui. Elle avait déjà demandé aux autres membres de l'équipe s'ils pouvaient prendre en charge le travail supplémentaire, mais ils ne pouvaient pas le faire. Elle s'est donc tournée vers notre jeune homme et lui a demandé s'il pouvait relever le défi. Ce cadre avait une devise « Ne jamais dire non à une opportunité ». Sans hésiter, il accepte d'assumer la charge de travail supplémentaire et promet de faire de son mieux. Il était déterminé à trouver un moyen de mener de front les 2 tâches. Il a terminé son travail l'après-midi même et une fois les bureaux fermés, il s'est assis pour réfléchir à la manière d'améliorer son efficacité personnelle. Il prit un crayon et commença à écrire toutes les idées qui lui venaient à l'esprit. Et il en trouva de bonnes. Par exemple, s'arranger avec son assistante pour qu'elle lui passe tous les appels téléphoniques de routine à une certaine heure chaque jour. Passer tous les appels sortants à une certaine heure. Réduire ses périodes de conférence habituelles de 15 à 10 minutes. Il a également découvert que son assistante était impatiente de se charger d'un certain nombre de petits détails qui lui prenaient du temps. En l'espace d'une semaine, il envoyait 2 fois plus de courriels, traitait 50% d'appels téléphoniques en plus et participait à 2 fois moins de réunions, le tout sans contrainte. La vice-présidente a remarqué ses performances exceptionnelles et l'a félicité. Mais ce n'est pas tout, elle a eu une surprise de taille. Elle n'a pas trouvé de nouveau candidat capable de faire le travail. Elle a donc décidé de lui confier le poste et de lui accorder une belle augmentation de salaire.
Cette expérience lui a appris une leçon précieuse. Votre capacité n'est qu'un état d'esprit. Voici un exercice simple à suivre pour augmenter votre efficacité. Concentrez-vous sur la question suivante. Comment puis-je en faire plus ? En vous concentrant sur cette question, vous libérerez votre créativité et découvrirez des solutions innovantes. Certaines de ces réponses peuvent consister à améliorer la planification et l'organisation de votre charge de travail actuelle, à trouver des raccourcis intelligents pour rationaliser vos activités de routine, voire à éliminer complètement les tâches non essentielles. N'oubliez pas que l'essentiel est de garder l'esprit ouvert et de persévérer, car la solution pour en faire plus se révélera d'elle-même. 4. Entraînez-vous à demander et à écouter. L'auteur a eu un jour l'occasion de participer en tant qu'instructeur à un séminaire de gestion des cadres. Ce séminaire comportait 12 sessions et chaque session comportait un segment spécial au cours duquel un cadre partageait la manière dont il avait résolu son problème de gestion le plus difficile. Cependant, un événement unique s'est produit au cours de la 9e session. Le cadre, un vice-président d'une grande entreprise de transformation du lait, a décidé de faire les choses différemment. Au lieu de présenter sa solution, il a présenté son problème et a demandé au groupe de l'aider à le résoudre. Il a rapidement expliqué le problème et a attendu avec impatience les idées des participants. Par la suite, l'auteur a eu l'occasion de s'entretenir avec ce cadre et lui a fait part de son admiration pour son approche. Le cadre a répondu qu'il y avait des gens incroyablement intelligents dans le groupe et qu'il pensait que ce serait une excellente occasion de recueillir des idées différentes. La suggestion de quelqu'un pourrait fournir la pièce manquante dont il avait besoin pour résoudre le problème. Il était fascinant de voir comment ce cadre a présenté son défi et a ensuite écouté attentivement. Ce faisant, il a non seulement acquis des connaissances précieuses pour l'aider dans sa prise de décision, mais il a également permis aux autres cadres présents dans l'auditoire de participer et d'apporter leur contribution. Tout le monde y a gagné. Vous savez, le monde moderne est fait de collaboration et de recherche d'opinions diverses. Tout comme les entreprises prospères réalisent des études de marché, il est essentiel que les individus recherchent le retour d'informations et l'apport des autres. En écoutant activement les pensées des autres, vous obtenez des idées précieuses pour améliorer votre travail, vos relations et votre développement personnel. Voici comment vous pouvez appliquer ce concept dans votre propre vie. 1. Créez un cercle de soutien. Entourez-vous d'un groupe d'amis ou de personnes partageant les mêmes intérêts ou objectifs professionnels. Rencontrez-vous régulièrement pour discuter de vos défis et de vos réussites. Créez une atmosphère où chacun se sent à l'aise pour s'ouvrir et demander conseil. 2. Sortez de votre zone de confort et rejoignez un groupe qui n'a rien à voir avec votre travail. Rencontrez des personnes d'horizons et d'intérêts professionnels différents. Ce contact élargira votre perspective et stimulera votre créativité. 3. Partagez vos obstacles. Soyez ouvert et transparent sur les défis auxquels vous êtes confrontés, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de votre développement personnel. Expliquez clairement le problème et demandez à vos amis de vous faire des suggestions. Soyez réceptif à leur point de vue, même s'ils diffèrent des vôtres. 4. Écoutez activement. Lorsque les autres partagent leurs pensées et leurs expériences, écoutez activement et participez à ce qu'ils disent. Prenez des notes si nécessaire et posez des questions complémentaires pour mieux comprendre. Donnez à chaque personne l'espace nécessaire pour exprimer pleinement ses idées. 5. Réfléchir et agir. Après la discussion, réfléchissez aux idées que vous avez recueillies. Évaluez les suggestions qui résonnent en vous et qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Envisagez de mettre en œuvre ces idées dans votre vie. D'accord, il s'agit d'une autre grande section dans laquelle nous avons discuté de la façon de penser de manière créative. Passons maintenant à la partie 5. Partie 5. Vous êtes ce que vous pensez être. Ce que vous pensez de vous-même influe sur la façon dont les autres vous perçoivent. C'est vrai, si vous pensez que vous êtes inférieur, même si ce n'est pas le cas, les gens vous verront comme tel. À l'inverse, si vous pensez vraiment que vous êtes capable et à la hauteur de la tâche, vous serez perçu comme tel. Pour être important, nous devons croire sincèrement que nous sommes importants, et alors les autres nous verront également comme tels. Pour gagner le respect des autres, il faut commencer par se respecter soi-même. Plus vous vous respectez, plus les autres vous respecteront. Examinons maintenant quelques moyens pratiques de renforcer le respect de soi et de gagner le respect des autres.
1. Ayez l'air important. Cela vous aide à penser que vous êtes important. Je suis d'accord avec vous pour dire que les gens devraient se juger les uns les autres sur la base de leur intelligence et non de leurs vêtements. Mais la réalité est différente. Les gens vous évaluent en fonction de votre apparence et les premières impressions se forment rapidement. Votre apparence en dit long. Veillez à ce qu'elle transmette des messages positifs à votre sujet. Avant de sortir de chez vous, assurez-vous de vous sentir et de ressembler à la personne que vous aspirez à être. Les vêtements sont plus qu'une simple étoffe. C'est un outil qui vous remonte le moral et vous donne confiance en vous. Votre apparence n'a pas seulement un impact sur la façon dont vous vous sentez, mais aussi sur ce que les autres pensent de vous. Permettez-moi de vous donner un exemple intéressant. Dans un supermarché, l'auteur a remarqué 2 lots de raisins. La première était vendue 15 cents la livre, tandis que la seconde était emballée dans des sacs en polyéthylène et affichait 2,35 $. Curieux, il a demandé à la personne au poste de pesée quelle était la différence. Il explique que la différence réside dans le polyéthylène. Ils vendent 2 fois plus de raisins dans les sacs parce qu'ils sont plus beaux. Pensez à cet exemple de raisin lorsque vous vous présentez. Lorsque vous êtes correctement emballé, vous avez plus de chances de faire bonne impression et même obtenir un prix plus élevé. Plus vous vous présentez bien, plus vous serez accepté par le public. L'apparence d'une personne bien habillée en dit long. Elle signale aux autres « Voici quelqu'un d'important, intelligent, prospère et fiable ». Cette personne peut être respectée, admirée et on peut lui faire confiance. Elle s'estime elle-même et je devrais en faire autant. À l'inverse, une personne à l'apparence négligée envoie des messages négatifs. Elle dit « Cette personne ne va pas bien. Elle est négligente, inefficace et sans importance. Elle est juste dans la moyenne et ne mérite pas de considération particulière. Elle a l'habitude d'être bousculée. » N'oubliez pas que votre apparence est un aspect important de la façon dont les autres vous perçoivent. Soyez fiers de votre apparence, elle influencera positivement votre opinion sur vous-même et la façon dont les autres vous perçoivent. 2. Croire en l'importance de son travail. Imaginez 3 maçons travaillant ensemble. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils font, le premier répond « Je pose des briques ». Le deuxième répond « Je gagne 9,30 $ de l'heure ». Mais le troisième maçon déclare fièrement « Je construis la plus grande cathédrale du monde ». Que croyez-vous qu'il leur soit arrivé par la suite? Il y a de fortes chances que les 2 premiers soient restés des maçons ordinaires. Ils n'avaient pas de grands rêves ni de satisfaction professionnelle. Ils se contentaient de faire leur travail sans grande passion. Mais le troisième maçon, lui, se voyait comme faisant partie de quelque chose de magnifique. Et devinez quoi? Il n'est pas resté un simple maçon. Il est monté plus haut et a réussi, peut-être en tant que contremaître, entrepreneur ou même architecte. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons a un impact puissant sur notre vie. Permettez-moi de vous parler d'un directeur du personnel d'un fabricant d'appareils électroménagers. Il nous a parlé d'un système fascinant appelé « système d'audit du personnel ». Tous les 6 mois, lui et son assistant s'entretiennent avec chaque employé pour déterminer comment ils peuvent mieux les soutenir. Ils sont convaincus que chaque membre de leur équipe est important et mérite qu'on lui accorde de l'attention. Au cours de ces discussions, ils ne posent pas de questions directes. Ils encouragent plutôt les employés à parler librement et à partager leurs pensées honnêtes. Après chaque entretien, ils évaluent l'attitude de l'employé à l'égard de différents aspects de son travail. Et vous savez ce qu'il a découvert? Les employés peuvent être divisés en 2 groupes, le groupe A et le groupe B, en fonction de ce qu'ils pensent de leur travail. Les personnes du groupe B parlent principalement de la sécurité de l'emploi, des plans de retraite et d'autres avantages. Ils se concentrent sur les aspects négatifs de leur travail, se plaignant de leurs collègues et des choses qu'ils n'aiment pas. Ils considèrent leur travail comme quelque chose qu'ils doivent faire et non comme quelque chose qu'ils veulent faire. Malheureusement, environ 80% du personnel improductif appartient à ce groupe. Mais il y a aussi le groupe A, le groupe spécial. Ils voient leur travail différemment. Ils se soucient de leur avenir et recherchent activement des suggestions pour s'améliorer. Ils ont une vision plus large et proposent des idées pour améliorer l'entreprise. Lorsqu'il s'agit de promotion, d'augmentation de salaire et de privilèges spéciaux, les recommandations émanent presque toujours des individus du groupe A, tandis que les défis et les problèmes proviennent du groupe B. Cela prouve que vos pensées façonnent votre réalité. Si vous pensez que vous êtes faible, inadéquat ou voué à l'échec, vous finirez par vous sentir médiocre. En revanche, si vous croyez en l'importance de votre travail, si vous reconnaissez vos capacités et si vous considérez votre travail comme quelque chose d'important, vous êtes sur la bonne voie pour réussir. 3.
Faites un discours d'encouragement plusieurs fois par jour. Lors d'un programme de formation, un participant s'est efforcé de faire un exposé sur le leadership. Il était visiblement nerveux, oubliait son texte et se sentait vaincu. L'auteur a demandé à cette personne de se remémorer les pensées qu'elle avait eues juste avant l'exposé. Il a admis avoir eu peur et avoir douté de lui. Il s'était convaincu qu'il échouerait. Il n'est donc pas surprenant que son exposé ne soit pas bien passé. Au lieu de développer le courage, il a développé la peur. L'auteur lui a donc lancé un défi pour la session suivante. L'auteur lui a conseillé de se donner un discours d'encouragement dans une salle vide. L'auteur lui a demandé de dire « Je vais faire un grand discours. J'ai quelque chose d'important à partager et je veux le dire. » Il a répété avec force ces phrases stimulantes et est retourné à son exposé. La transformation a été remarquable. Ce bref discours d'encouragement qu'il s'est donné à lui-même l'a aidé à prononcer un discours splendide. Pratiquer l'autocongratulation valorisante et éviter l'autopunition dépréciative peut faire la différence. Nos pensées façonnent ce que nous sommes. Lorsque nous avons une bonne opinion de nous-mêmes, nous nous développons. Tout le monde peut donc créer sa propre publicité. Vendez-vous à vous-même. Voici comment procéder. Tout d'abord, vous devez identifier vos meilleures qualités. Il n'y a pas de retenue à avoir. Décrivez-vous avec assurance. Ensuite, écrivez ces points avec vos propres mots. Créez ensuite votre spot publicitaire en vous adressant directement à vous-même. Il est important d'imaginer que vous ne parlez qu'à vous-même. Il est maintenant temps de s'entraîner. Dites votre message à haute voix au moins une fois par jour ou lisez-le en silence. Vous pouvez le lire avant d'affronter une situation difficile qui exige du courage. Vous pouvez le lire chaque fois que vous vous sentez déprimé. En gardant le message publicitaire à portée de main à tout moment, vous pourrez vous en servir en cas de besoin. Partie 6. Gérez votre environnement. La première classe. Avez-vous déjà remarqué que la nourriture que nous mangeons influe sur notre bien-être physique ? Eh bien, voici un fait. Il en va de même pour notre esprit. Tout comme notre corps reflète le régime alimentaire que nous lui donnons, notre esprit reflète l'environnement dans lequel nous nous immergeons. Laissez-moi vous expliquer. Pensez-y, presque toutes nos habitudes ou manières sont influencées par les personnes qui nous entourent. Notre façon de marcher, de tousser ou même de tenir une tasse sont autant de comportements appris de notre environnement. Et cela va bien au-delà de la surface. Nos objectifs, nos attitudes et notre personnalité sont influencés par les personnes qui nous entourent. 1. Ne laissez pas les petites gens vous freiner. Les personnes qui vous disent que c'est impossible sont presque toujours des personnes qui n'ont pas réussi, qui sont dans la moyenne ou au mieux médiocres en termes d'accomplissement. Pendant ses études, l'auteur s'est lié d'amitié avec un collègue, un compagnon qui le soutenait et l'aidait en lui prêtant de l'argent et en lui offrant de l'aide. Cependant, ce collègue avait une vision profondément négative et amère de la vie, de l'avenir et des opportunités. Chaque fois que l'auteur lisait un article de journal qui promouvait l'espoir, la positivité et la saisie des opportunités, son collègue le rejetait, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un moyen de gagner rapidement de l'argent en trompant les faibles. Lorsqu'il a abordé la question de la réussite, son collègue a présenté sa propre formule pour gagner de l'argent, se marier pour devenir riche ou établir des relations avec des personnes influentes. Il a étayé ses arguments comme des exemples, tels que des dirigeants syndicaux qui ont détourné de l'argent avec succès ou des histoires de personnes qui ont épousé des millionnaires. Malgré son intelligence et sa réussite scolaire, l'auteur s'est rendu compte que la négativité de son collègue était une recette pour l'échec. Finalement, l'auteur a cessé de le fréquenter. Des années plus tard, un ami commun a rapporté qu'il travaillait comme dessinateur mal payé, toujours en proie à la négativité. Avec 4 enfants à charge, il a des difficultés financières, bien qu'il ait le potentiel de gagner beaucoup plus s'il utilise ses talents de manière efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens que vous fréquentez en disent long sur vous. Votre façon de penser est influencée par le groupe auquel vous appartenez. Prenez donc le temps de réfléchir aux personnes qui vous entourent et entourez-vous de rêveurs, de visionnaires et de ceux qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. 2. Demandez conseil à des personnes qui ont réussi. Vous savez ce qui est drôle ? Beaucoup de gens pensent que les gens qui réussissent sont intouchables, comme s'ils faisaient partie d'un club d'élite. Mais la vérité, c'est qu'ils sont plutôt terre-à-terre. En fait, les personnes les plus accomplies sont souvent les plus humbles et les plus heureuses d'aider les autres. Ils se soucient sincèrement de leur travail et veulent le voir prospérer,
même longtemps après leur départ à la retraite. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce point. J'ai travaillé dans 3 grandes entreprises et j'ai pu constater que plus on monte dans la structure organisationnelle, plus les gens sont gentils. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de demander des conseils, évitez les conseils de ceux qui ont échoué. Tendez la main à ceux qui ont déjà atteint la grandeur. Ce sont eux qui peuvent vous montrer la voie. Ce sont eux qui ont appris que le succès ne se résume pas à ce qui se passe entre 9 et 17 heures. Les personnes qui réussissent savent que ce qu'elles font dans leur vie personnelle a un impact direct sur leur performance au travail. Ne négligez donc pas vos aventures en dehors de vos heures de travail. Créez une vie passionnante et épanouissante en dehors du travail. Entourez-vous de personnes qui vous stimulent et font ressortir le meilleur de vous-même. 3. Profitez d'un ensoleillement psychologique important. D'accord, laissez-moi vous présenter 2 hommes, John et Milton. Ils ont des régimes psychologiques complètement différents le week-end. Commençons par John, le maître de l'excitation et de l'engagement. Il a tout compris. Un soir, il choisit soigneusement des amis cool et intéressants avec qui passer du temps. Puis un autre soir, il sort, va au cinéma ou s'implique dans des projets communautaires. Ce mec sait comment garder les choses intéressantes. Le samedi est consacré aux courses, aux tâches ménagères et à certains projets spéciaux, comme la construction d'une superbe terrasse dans son jardin. Le dimanche est réservé aux moments de qualité en famille, où ils escaladent des montagnes ou explorent des musées. Et devinez quoi ? John envisage même d'acheter une propriété à la campagne à l'avenir. Le dimanche soir, John se détend en lisant un livre et en se tenant au courant des dernières nouvelles. Passons maintenant à Milton. Le vendredi soir, il est déjà fatigué, mais il demande à sa femme si elle veut faire quelque chose. Malheureusement, le plan s'arrête là. Il est rare qu'il reçoive ou qu'il soit invité à sortir. Le samedi matin commence par une grasse matinée et le reste de la journée est consacré à des tâches ménagères et banales. Les samedis soirs sont consacrés au cinéma ou à regarder la télévision sans réfléchir, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, n'est-ce pas ? Le dimanche matin, Milton aime son sommeil réparateur et passe donc la majeure partie de la matinée au lit. Le dimanche après-midi, c'est un peu mieux car ils rendent visite à leurs seuls amis habituels, Bill et Mary. Mais le dimanche soir, toute la famille est à bout de nerfs parce qu'elle est enfermée à l'intérieur. Pouvez-vous imaginer à quel point cela doit être ennuyeux ? Voici la partie la plus étonnante. Les effets de ces 2 environnements familiaux sur John et Milton sont absolument énormes. Sur une semaine ou 2, vous ne verrez peut-être pas une grande différence, mais sur des mois et des années, les activités rafraîchissantes et stimulantes de John lui permettent de garder l'esprit vif et de déborder d'idées. En revanche, le régime psychologique du pauvre Milton le laisse affamé d'excitation. Sa pensée se rouille et s'affaiblit. L'écart entre John et Milton ne cessera de se creuser, John en tête. Maintenant, je suis sûre que vous vous demandez « Comment puis-je améliorer mon propre régime psychologique ?» Voici quelques conseils simples pour créer un environnement social de premier ordre. Tout d'abord, ne vous limitez pas aux mêmes petits groupes. Élargissez votre cercle. Circulez dans de nouveaux groupes, rencontrez de nouveaux visages et gardez les choses intéressantes. La variété est le sel de la vie et elle est cruciale pour votre programme de développement de la réussite. Deuxièmement, adoptez la nouveauté. Faites-vous de nouveaux amis, rejoignez différentes organisations et élargissez votre orbite sociale. Dans ce monde diversifié, l'étroitesse d'esprit ne vous mènera pas loin. Les vrais gagnants sont ceux qui savent voir les 2 côtés de la médaille. Apprenez à connaître des personnes ayant des croyances religieuses ou économiques différentes et fréquentez ceux qui remettent en question vos points de vue. 4. Soyez de première classe dans tout ce que vous faites. Imaginez que vous ayez besoin d'un nouveau costume et que vous tombiez sur un détaillant proposant un costume à un prix défiant toute concurrence. Enthousiasmé par cette soi-disant bonne affaire, vous achetez le costume, mais vous vous apercevez qu'il est totalement décevant. Il a l'air minable, n'est pas à la bonne taille et se désagrège au bout de quelques jours. Ce qui semblait être une bonne affaire s'est avéré être un gaspillage de votre argent durement gagné. En optant pour une qualité de second ordre, vous avez fini par payer plus cher à long terme. Être de première classe, c'est investir dans un costume qui vous va parfaitement, qui a de l'allure et qui dure des années. La qualité prime sur la quantité. Le choix de la première classe peut sembler plus coûteux au départ, mais il vous évite les frustrations et les dépenses liées au choix de la seconde classe. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, et cela inclut les produits et les services que vous choisissez.
En optant pour la première classe, vous investissez dans votre personne, dans votre satisfaction et dans votre réussite. N'oubliez pas que les gens remarquent la qualité et qu'elle influence inconsciemment la façon dont ils vous perçoivent. Maintenant que nous comprenons l'importance de la première classe, permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider à mettre en œuvre cet état d'esprit dans votre vie. Conseil numéro 1, privilégiez la qualité. Qu'il s'agisse de vêtements, d'appareils électroniques ou d'articles de tous les jours, préférez la qualité à la quantité. Faites vos recherches, lisez les critiques et investissez dans des produits conçus pour durer. Croyez-moi, cela en vaut la peine à long terme. Conseil numéro 2, évaluez le coût réel. Ne vous concentrez pas uniquement sur le prix, tenez compte de la valeur que vous obtiendrez. Parfois, un coût initial plus élevé signifie moins de maux de tête, de réparation et de remplacement au bout du compte. N'oubliez pas que la qualité s'accompagne souvent d'une garantie plus longue et d'un meilleur service à la clientèle. Conseil numéro 3, réduisez le désordre. Au lieu d'accumuler un tas d'objets de second ordre, désencombrez et concentrez-vous sur quelques biens de grande qualité qui vous apportent vraiment de la joie et remplissent leurs fonctions de manière exceptionnelle. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'extravagance ou de dépenser au-delà de vos moyens. Il s'agit de faire des choix éclairés qui privilégient la qualité, la valeur et la satisfaction à long terme. Partie 7. Faites de vos attitudes vos alliés. Avez-vous déjà remarqué que les attitudes peuvent façonner nos interactions et influencer notre succès? C'est un aspect fascinant de la communication humaine que nous pratiquons tous les jours, souvent sans nous en rendre compte. Les attitudes servent de miroir à l'esprit, reflétant nos pensées et influençant notre façon d'agir. Pensez-y. Vous pouvez lire dans l'esprit de quelqu'un simplement en observant ses expressions et ses manières. Vous pouvez sentir ce qu'une personne pense de son travail ou de ses relations grâce à des indices subtils. Les attitudes ne sont pas seulement visibles, mais elles sont aussi sonores. La façon dont nous parlons, le ton de notre voix et les inflexions que nous utilisons traduisent nos attitudes et nos sentiments à l'égard des autres. Cette capacité à lire les attitudes est profondément ancrée dans notre histoire évolutive. Avant l'avènement du langage, tel que nous le connaissons aujourd'hui, les humains communiquaient par le biais du langage corporel, des expressions faciales et des sons. Lorsque nos attitudes sont positives et alignées sur nos objectifs, nos capacités atteignent leur efficacité maximale et nous obtenons naturellement de bons résultats. Examinons donc 3 attitudes cruciales qui peuvent nous servir d'alliés dans tout ce que nous entreprenons. 1. Cultivez l'enthousiasme. Imaginez que vous êtes assis dans un grand cours de géographie à l'université, attendant avec impatience de plonger dans le monde fascinant de la géographie. Le professeur entre dans la salle, un homme d'âge moyen, et dès qu'il commence à parler, vous pouvez sentir l'énergie s'échapper de la salle. Il récite un fait mort après l'autre sans passion ni enthousiasme. Les étudiants commencent à se désintéresser. Les conversations s'engagent et certains s'assoupissent même. Frustré, le professeur tente de reprendre le contrôle, mais ses avertissements tombent dans l'oreille d'un sourd. Quelle est la raison de cette indifférence? La réponse est simple. Le manque d'enthousiasme du professeur se reflète dans son enseignement. Il s'ennuie et cet ennui se répand comme une traînée de poudre. Pour activer les autres, il faut d'abord s'activer soi-même. L'enthousiasme est la clé du succès. Il a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en l'améliorant de 1100%. L'enthousiasme transparaît dans tout ce que vous faites et dites. Soyez la personne qui répand le soleil partout où vous allez. Et voici un petit test pour vous. Avant de vous séparer de quelqu'un, demandez-vous si cette personne s'est vraiment sentie mieux après avoir parlé avec vous. C'est un moyen simple mais efficace d'évaluer votre impact. Appliquez cette pratique lorsque vous interagissez avec des employés, des associés, des membres de votre famille, des clients ou même de simples connaissances. 2. Développez l'attitude « vous êtes important ». Imaginez que vous fassiez une randonnée en montagne et que vous vous perdiez. Dès que la nouvelle se répand, des recherches massives sont lancées, peu importe qui vous êtes, votre importance, votre richesse ou votre pauvreté. Sans rien savoir de vous, si ce n'est que vous êtes un être humain, des hélicoptères, d'autres avions et des équipes de recherche à pied se mettront à votre recherche et ils continueront à vous chercher en dépensant des milliers de dollars jusqu'à ce qu'ils vous trouvent ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace d'espoir. Pourquoi font-ils cela? Parce que vous êtes important.
Comprenons ce concept à l'aide d'un autre exemple. Il y avait un chauffeur de bus grincheux dans la ville animée de Détroit. Tous les matins, alors qu'il manœuvrait dans le trafic chaotique, il s'écartait délibérément du trottoir lorsqu'un passager affolé était à quelques secondes de monter dans le bus. Cependant, au milieu de ce comportement apathique, un passager se distinguait constamment. Ce passager comprenait l'importance de faire sentir aux autres qu'ils étaient importants. Chaque matin, il saluait le chauffeur d'un « Bonjour monsieur », chaleureux et personnalisé. Parfois, il s'asseyait même près du conducteur, engageant de petites conversations qui reconnaissaient la responsabilité du conducteur et les défis auxquels il était confronté. Le passager donnait au chauffeur l'impression de piloter un énorme avion de ligne à réaction de 180 passagers. En retour, le chauffeur a fait preuve d'une grande courtoisie à son égard en attendant patiemment son arrivée. Ainsi, lorsque vous donnez aux autres le sentiment d'être important, ils sont plus enclins à se surpasser pour vous. Les gens ont le désir inhérent de se sentir importants et appréciés. En reconnaissant l'importance de quelqu'un, vous exploitez sa motivation et sa volonté de contribuer. C'est un outil puissant pour créer des liens, que ce soit avec des clients, des employés, des associés ou même votre patron. Pour appliquer ces connaissances dans votre propre vie, voici quelques conseils. 1. Pratiquez l'appréciation comme une règle. Faites savoir aux autres que vous appréciez ce qu'ils font pour vous. Ne prenez jamais personne pour acquis. Un simple sourire chaleureux peut témoigner de votre attention et de votre gentillesse à leur égard. 2. Prenez l'habitude d'appeler les gens par leur nom. Les gens aiment entendre leur nom. Cela les stimule et leur donne l'impression d'être reconnus. Veillez à prononcer et à épeler correctement leur nom, car les erreurs peuvent involontairement donner l'impression à quelqu'un qu'il n'a pas d'importance. 3. Ne gardez pas la gloire pour vous, mais investissez-la. Lorsque vous recevez des éloges ou de la reconnaissance, partagez-la avec votre équipe ou vos subordonnés. Reconnaissez leurs contributions et appréciez sincèrement leurs valeurs. En transmettant les éloges, vous inspirez et motivez les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. 3. Vous voulez gagner plus d'argent? Adoptez l'attitude « priorité au service ». L'auteur, le Dr Schwartz, conduisait en ville et s'est soudain rendu compte que sa voiture n'avait presque plus d'essence. Il s'est donc arrêté dans une station-service apparemment ordinaire. À sa grande surprise, cette station était en pleine effervescence. Les voitures faisaient la queue et les pompistes s'affairaient à aider les clients. Il se demande ce qui rend cet endroit si populaire auprès des habitants. Lorsqu'il est sorti de sa voiture, il a été accueilli par un sympathique préposé qui a rapidement fait le plein d'essence. Mais ce n'était que le début. Le préposé est allé encore plus loin en vérifiant sous le capot et en nettoyant l'extérieur du pare-brise. L'auteur pensait que le service s'arrêtait là, mais le préposé a fait quelque chose d'inattendu. Avec un sourire chaleureux, il s'est approché de mon côté de la voiture et a dit « Pardonnez-moi, monsieur. La journée a été poussiéreuse. Laissez-moi nettoyer l'intérieur de votre pare-brise. » L'auteur a été surpris par sa prévenance. Il n'avait jamais rencontré de préposé qui se donnait autant de mal pour le satisfaire. C'est à ce moment-là que l'auteur a pris conscience de l'importance d'un service exceptionnel. Il lui est apparu clairement que cette station comprenait l'importance de faire un effort supplémentaire pour ses clients. Au cours des mois qui ont suivi, il s'est retrouvé à faire plusieurs fois le tour de la ville et à chaque fois, il se faisait un devoir de s'arrêter à cette même station-service. Peu importe que ce soit à l'aube ou au milieu de la nuit, il y avait toujours d'autres voitures qui faisaient le plein à cet endroit. Les préposés de cette station ont toujours fourni plus de services que ce que l'on attendait d'eux. Ils traitaient chaque client avec le même niveau d'attention et de soin, qu'il s'agisse d'une première visite ou d'un habitué. Il est évident que le service passe avant tout. L'établissement de relations à long terme avec les clients est bien plus précieux qu'une transaction rapide. En donnant la priorité au service, vous pouvez cultiver une base de clients fidèles et profiter des avantages d'une augmentation des bénéfices. Par conséquent, si vous voulez gagner de l'argent, adoptez une attitude de priorité au service. Efforcez-vous d'offrir une valeur exceptionnelle à vos clients. Cherchez à dépasser leurs attentes. Concentrez-vous sur la création d'expériences mémorables qui les inciteront à revenir. Partie 8. Avoir une bonne attitude envers les gens. Vous voulez connaître une règle de base pour réussir? La voici. Le succès dépend du soutien des autres. La clé pour atteindre vos objectifs et devenir la personne que vous voulez être réside dans le soutien et l'appui que vous recevez de votre entourage. Ce que je m'apprête à décrire se produit tous les jours. Un groupe de décideurs se réunit pour discuter de la personne qui devrait obtenir cette promotion.
accepter ce nouveau poste ou rejoindre un club exclusif. La tension est palpable, les noms circulent et les opinions s'affolent. Mais devinez quoi? La première chose qui vient à l'esprit n'est pas leurs compétences techniques ou leurs qualifications. Il s'agit de savoir s'ils sont sympathiques ou non. Des commentaires positifs tels que « c'est un bon camarade » ou « les gens parlent de lui en termes élogieux » peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Et laissez-moi vous dire qu'être décrit comme quelqu'un qui s'intègre bien dans un groupe, c'est comme toucher de l'or. À l'inverse, des déclarations tièdes ou des ondes négatives telles que « il n'a pas l'air de bien s'entendre avec les gens » peuvent fermer la porte à des opportunités. Il est étonnant de constater à quel point le facteur sympathie pèse lourd dans ces discussions. Chaque ami que vous vous faites, chaque impression positive que vous laissez agit comme un tremplin pour vous élever plus haut. Les personnes qui réussissent disposent d'un plan pour augmenter leur facteur de sympathie. Ils comprennent l'importance de créer des liens authentiques et certains d'entre eux ont même un plan écrit à cet effet. Nous allons donc nous pencher sur la principale stratégie permettant d'établir de meilleures relations et d'accroître votre sympathie. Prenez l'initiative de nouer des amitiés. Les leaders le font toujours. L'auteur a fait une observation intéressante sur le fait que les gens ont tendance à rester silencieux et à s'immobiliser lorsqu'ils attendent l'ascenseur, surtout lorsqu'ils sont en compagnie de personnes qu'ils ne connaissent pas. Intrigué par ce comportement social, l'auteur a décidé de mener une expérience. Avec une nouvelle résolution, l'auteur s'est efforcé d'engager la conversation avec les inconnus qui attendaient à ses côtés. L'auteur a soigneusement noté les réactions reçues lors de 25 rencontres consécutives. De manière surprenante, l'auteur a reçu à chaque fois une réponse positive et amicale. Voici ce que l'auteur a découvert. Lorsqu'une personne prend l'initiative de dire quelque chose de gentil à un étranger, l'étranger et la personne se sentent tous deux un peu mieux. Cela les aide à se détendre et à se rapprocher l'un de l'autre. Lorsque vous faites une remarque agréable à un étranger, il se sent un peu mieux. Vous vous sentez mieux et vous vous détendez. Chaque fois que vous dites quelque chose d'agréable à une autre personne, vous vous comprenez vous-même. C'est comme faire chauffer sa voiture par un matin froid. L'auteur s'est rendu compte qu'il est important de prendre l'initiative de faire connaissance avec les gens. Prenez donc l'initiative de nouer des amitiés, comme le font toujours les leaders. Permettez-moi de partager avec vous 4 façons de gagner des amis en faisant preuve d'un peu d'initiative. 1. Présentez-vous dès que vous en avez l'occasion, lors de fêtes, de réunions ou même au travail. 2. Veillez à ce que les gens prononcent votre nom correctement et corrigez-les poliment si nécessaire. Faites également de votre mieux pour dire correctement le nom de l'autre personne. C'est une preuve de respect et d'intérêt. Si nécessaire, écrivez le nom de la personne et veillez à l'épeler correctement. Les gens se soucient de l'orthographe de leur nom. 3. Après avoir rencontré quelqu'un de nouveau et avoir ressenti un lien, envoyez-lui une note personnelle ou appelez-le. Il est important d'entretenir de nouvelles amitiés. 4. Ne sous-estimez pas le pouvoir de dire des choses gentilles aux inconnus. Cela peut sembler anodin, mais cela vous réchauffe et vous prépare à des interactions plus gratifiantes. Partie 9. Prendre l'habitude d'agir. Voici Monsieur Activationniste, un homme qui sait comment faire bouger les choses. Il passe toujours à l'action et met en œuvre ses idées et ses projets. Examinons de plus près le mode de fonctionnement de Monsieur Activationniste. Un jour, il décide de créer sa propre entreprise. Il ne perd pas de temps, il étudie son marché, élabore un plan d'affaires solide et prend les mesures nécessaires pour lancer son entreprise. Il est confronté à des défis en cours de route, mais il les relève avec détermination et persévérance. D'autre part, nous avons Monsieur Passivationniste. Il rêve lui aussi de créer sa propre entreprise, mais il est constamment en proie aux doutes et aux craintes. Il passe d'innombrables heures à analyser tous les scénarios possibles, attendant toujours que les conditions parfaites soient réunies pour passer à l'action. Malheureusement, ce moment parfait ne semble jamais arriver et ses rêves restent irréalisables. Quelle est donc la théorie qui sous-tend le succès de Monsieur Activationniste et la stagnation de Monsieur Passivationniste? Les activistes comprennent que l'attente des conditions parfaites est une recette pour l'inaction. Ils savent qu'il vaut mieux prendre des mesures imparfaites que d'attendre indéfiniment que tout se mette en place. Voici un conseil pratique. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Faites le premier pas vers vos objectifs, même si vous vous sentez mal à l'aise ou incertain. Pour comprendre cela, prenons l'exemple d'un homme d'une trentaine d'années qui souhaite se marier.
Il a failli se marier à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il trouve quelque chose qui ne va pas chez la femme qu'il est sur le point d'épouser. Il repousse le mariage, craignant de commettre une terrible erreur. Il y a 2 ans, il a rencontré une femme qu'il pensait être la bonne. Cependant, au fur et à mesure qu'ils discutaient de leur projet de mariage, il devenait de plus en plus incertain. Afin de s'assurer qu'il prenait la bonne décision, il a rédigé un document détaillé de 4 pages contenant les conditions que sa future épouse devait accepter avant qu'ils puissent se marier. Le document couvrait divers aspects de leur vie commune, notamment la religion, les enfants, les amis et certaines habitudes. Lorsque son épouse potentielle a vu le document, elle l'a rejeté à juste titre. La relation s'est terminée brutalement. Cet homme partageait son histoire avec l'auteur, exprimant sa crainte d'être trop prudent lorsqu'il s'agissait de rédiger un contrat de mariage. Il pensait qu'il était essentiel d'être prudent, le mariage étant une étape importante, mais il se trompait. Parfois, le fait d'être trop attentif et trop prudent peut entraver les progrès, non seulement dans la préparation d'un mariage, mais aussi dans toute entreprise où des choses doivent être accomplies. La véritable mesure du succès réside dans notre capacité à affronter et à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, plutôt que d'essayer d'éliminer tous les problèmes à l'avance. Nous devons être ouverts à des compromis intelligents avec la perfection, faute de quoi nous attendrons indéfiniment avant d'agir. Brisez le cycle de la paralysie analytique et adoptez le pouvoir de l'action. N'oubliez pas que le chemin de la réussite est pavé d'actions imparfaites et de leçons tirées de vos expériences. Passons à l'histoire d'un autre jeune homme d'une 20aine d'années, aux revenus modestes, avec une femme et un enfant. Comme beaucoup d'autres, lui et sa femme souhaitaient une nouvelle maison pour les avantages qu'elle leur apporterait. Un espace plus grand, un environnement plus propre et un endroit où leur enfant pourrait jouer. Cependant, il y avait un obstacle de taille, l'acompte ou la garantie. Il s'est senti frustré par la situation lorsqu'il s'est rendu compte que son loyer mensuel était comparable à ce qu'il paierait pour une nouvelle maison. Cette prise de conscience l'a incité à passer à l'action. Il s'est adressé à sa femme et lui a proposé l'idée d'acheter une nouvelle maison la semaine suivante. D'abord sceptique, sa femme s'interroge sur la faisabilité de l'opération en raison du manque de fonds pour l'acompte. Sans se décourager, il insiste sur le fait qu'ils trouveront un moyen. Il a réfléchi et conçu un plan pour approcher directement le constructeur afin d'obtenir un prêt privé. Après des efforts soutenus, il y est parvenu, mais les mensualités étaient plus élevées que celles d'un prêt hypothécaire classique. Il lui faut maintenant trouver le moyen de réunir le montant supplémentaire. Il a exploré plusieurs pistes et s'est adressé à son patron sur son lieu de travail. Il lui a expliqué sa situation et lui a fait part de sa détermination à gagner plus d'argent. Impressionné par son ambition, son patron lui a donné la possibilité de faire des heures supplémentaires le week-end, ce qui lui a permis d'augmenter ses revenus. En conséquence, lui et sa femme ont pu emménager dans leur nouvelle maison. Cette expérience lui a appris une leçon précieuse. Agir permet d'élargir les possibilités, de renforcer la confiance et la prise de décision future et d'améliorer le niveau de vie pour soi et ses proches. Voici un autre conseil pour devenir un activiste. Démarrez votre moteur mental mécaniquement. Permettez-moi d'expliquer cela à l'aide d'un exemple. Imaginez un jeune écrivain ambitieux, plein de rêves mais qui a du mal à progresser. Il se sent souvent frustré, passant des jours, voire des semaines sans pouvoir écrire un seul mot. C'est comme si sa créativité décidait de partir en vacances. Permettez-moi maintenant de vous présenter un autre écrivain qui en sait long sur la façon de produire constamment un travail remarquable. Il partage son secret, il n'attend pas d'être motivé, surtout lorsqu'il est confronté à des échéances. Il adopte plutôt une approche différente. Voici l'astuce. Il s'assoit à son bureau, prend un crayon et se met à écrire mécaniquement. Il note tout ce qui lui passe par la tête, griffonne et met ses doigts et son bras en mouvement. Et devinez quoi ? Comme par magie, son esprit se met en marche sans qu'il s'en rende compte. Bien sûr, il y a des moments où la foudre frappe et où les idées sortent de nulle part, mais les vraies perles émergent lorsqu'on se plonge directement dans le travail. L'action engendre l'action. C'est une loi fondamentale de la nature. Rien ne démarre tout seul, pas même les milliards de gadgets dont nous nous servons tous les jours. Partie 10. Comment transformer la défaite en victoire ? 1. Étudier les échecs pour ouvrir la voie à la réussite. Lorsqu'un accident d'avion se produit, l'administration de l'aviation civile passe à la vitesse supérieure. Elle se met à l'œuvre, rassemblant des fragments de métal à des kilomètres à la ronde, interrogeant les témoins et les survivants
et reconstituant le puzzle des causes de l'accident. C'est intense, c'est passionnant et tout cela dans un seul but, prévenir de futurs accidents. Il y a des années, alors que l'auteur était professeur à l'université Wayne State de Détroit, un événement difficile s'est produit. Un étudiant sur le point d'obtenir son diplôme a reçu une mauvaise note de la part de l'auteur. Ce fut une grande déception pour l'étudiant. Il avait déjà prévu d'obtenir son diplôme et il était embarrassant d'annuler ses projets. Il avait deux possibilités, reprendre le cours et obtenir son diplôme plus tard, ou quitter l'école sans diplôme. Comme on pouvait s'y attendre, l'élève s'est senti bouleversé lorsqu'il a appris qu'il avait échoué. Il a admis qu'il n'avait pas fait d'efforts pendant le cours. Le règlement ne permettait pas de modifier les notes, sauf si le professeur avait commis une erreur. En entendant cela, l'étudiant s'est mis en colère et a déclaré que de nombreuses personnes qui ont réussi dans la ville n'ont pas suivi ce cours, mais qu'elles ont quand même réussi. L'auteur a pris une pause avant de répondre. Il reconnaît que l'on peut réussir sans connaître le contenu du cours. Dans l'ensemble de la vie, le contenu du cours ne fera pas de différence, mais votre attitude à l'égard de ce cours en fera une. Dans la vie réelle, ils vous notent comme nous vous notons. Ils ne vous donneront pas de promotion et ne vous paieront pas plus pour avoir fait un travail de 2e classe. Cependant, il a expliqué que dans le monde réel, tout comme à l'école, vos performances comptent. Faire un mauvais travail ne vous permettra pas d'obtenir une promotion ou un meilleur salaire. L'auteur suggère de tirer la leçon suivante. Si vous ne produisez pas, vous n'arriverez pas à vos fins. Quelques jours plus tard, l'auteur a été heureux d'apprendre que l'étudiant avait décidé de reprendre le cours. Cette fois, l'étudiant a obtenu des résultats exceptionnels. En signe de gratitude, l'étudiant a rendu personnellement visite à l'auteur pour lui exprimer sa reconnaissance pour la discussion qu'il avait eue avec lui. En réfléchissant à cette expérience, l'étudiant a révélé que l'échec au cours lui avait appris une leçon précieuse. Il a avoué qu'il était heureux de ne pas avoir réussi du premier coup. Désormais, il peut tirer des leçons de ses échecs et s'en inspirer. 2. Associer la persévérance à l'expérimentation. Thomas Edison est connu pour être l'un des scientifiques les plus persévérants. La légende veut qu'il ait mené des milliers d'expériences avant de trouver la solution et d'inventer l'ampoule électrique. Mais Edison ne s'est pas contenté d'être persévérant. Il avait compris que pour que la persévérance porte ses fruits, il fallait y ajouter une bonne dose d'expérimentation. Le problème, c'est que la persévérance est fantastique, cela ne fait aucun doute. Mais souvent, persister d'une seule manière n'est pas suffisant pour garantir le succès. Faire encore et encore quelque chose qui n'a pas donné de résultat lors des tentatives précédentes est tout simplement stupide. C'est là que l'expérimentation doit intervenir. Imaginez ceci. De nombreuses personnes ambitieuses traversent la vie avec une persévérance impressionnante et une ambition affichée. Tels des bulldogs, ils s'accrochent à quelque chose et refusent de lâcher prise, mais ils échouent souvent parce qu'ils négligent d'expérimenter de nouvelles approches. Par exemple, les compagnies pétrolières consacrent beaucoup d'efforts à l'étude des formations rocheuses avant de forer des puits. Il est surprenant de constater qu'en dépit de cette analyse scientifique, environ 7 puits sur 8 se révèlent être des trous secs. Cependant, les compagnies pétrolières persistent dans leur quête de pétrole. Plutôt que de creuser un seul trou à des profondeurs extrêmes, elles changent d'approche. Lorsqu'il devient évident qu'un puits ne produira pas de pétrole, elles font preuve de discernement et en expérimentent un autre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut rester fidèle à son objectif. Restez fidèle à votre objectif. Ne vous en éloignez pas d'un pouce, mais ne vous heurtez pas à un mur. Si vous n'obtenez pas de résultat, essayez une nouvelle approche. Voici comment vous pouvez développer le pouvoir d'expérimenter. Approche numéro 1, vous devez vous dire haut et fort, il y a un moyen. Lorsque vous commencez à croire que vous êtes vaincu et qu'il n'y a aucun moyen de résoudre un problème, les pensées négatives font irruption, renforçant cet état d'esprit de défaite. Lorsque vous croyez fermement qu'il existe une solution, vous remarquerez un changement dans votre énergie. Ce sentiment négatif d'abandon se transforme en une attitude positive de poursuite de l'effort. Approche numéro 2, prendre du recul et appuyer sur la touche « Rafraîchissement ». Nous sommes tellement pris dans nos luttes que nous devenons aveugles aux solutions alternatives ou aux nouvelles approches. Vous n'imaginez pas le nombre de pensées qui peuvent vous frapper lorsque vous êtes assis à côté d'un arbre. Partie 11. Utilisez les objectifs pour vous aider à progresser. Les objectifs sont comme votre boussole personnelle qui vous guide à travers des territoires inexplorés et vous mène au trésor. Sans objectif, les individus ne font qu'errer dans la vie.
Les objectifs sont aussi essentiels à la réussite que l'air l'est à la vie. 1. Sachez clairement où vous voulez aller. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un certain Jack qui était confronté à un dilemme professionnel. C'était un jeune homme brillant, tout juste sorti de l'université, qui cherchait à savoir quelle serait la prochaine étape de sa vie. Il a donc décidé de s'adresser à un conseiller d'orientation professionnelle. Lorsque Jack s'est assis avec le conseiller, ils ont commencé à parler de ses antécédents, de son éducation et de ses compétences. Il est rapidement apparu que Jack se sentait perdu et incertain de ce qu'il voulait faire de sa vie. Il a avoué « Je n'ai aucune idée du type d'emploi que je devrais occuper ». Le conseiller savait que le simple fait d'organiser des entretiens d'embauche ne résoudrait pas le problème de Jack. Il fallait aller plus loin et l'aider à découvrir sa véritable passion et son objectif. Le conseiller a donc demandé à Jack de s'imaginer dans 10 ans et de décrire sa vie idéale. Jack a réfléchi un moment et a dit qu'il voulait un bon travail qui lui assure une stabilité financière et une maison confortable, mais il n'y a pas beaucoup réfléchi. Le conseiller a assuré à Jack que sa réaction était tout à fait normale. Toutefois, il a expliqué que sans une destination claire, il serait difficile de trouver la bonne voie professionnelle. C'est comme aller au guichet et dire « Donnez-moi un billet » sans préciser la destination. Le conseiller a insisté sur le fait que Jack devait avoir une vision claire de ce qu'il voulait faire afin de prendre des décisions éclairées concernant sa carrière. Cette prise de conscience a réveillé Jack. Il est devenu déterminé à créer un plan décennal détaillé pour son travail, sa maison et sa vie sociale. Avec l'aide du conseiller, Jack a commencé à envisager son avenir dans chacun de ces 3 domaines. Dans le domaine du travail, Jack a réfléchi au niveau de revenus qu'il souhaitait atteindre, au niveau de responsabilité qu'il voulait avoir et au prestige qu'il espérait retirer de son travail. Il voulait une carrière qui le stimule et lui permette de s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Passant au domaine de l'intérieur, Jack a réfléchi au niveau de vie qu'il souhaitait avoir pour lui et sa future famille. Il s'imaginait vivre dans une belle maison, peut-être un cottage douillet ou un appartement moderne, et partir en vacances avec ses proches. Jack a également réfléchi au soutien financier qu'il souhaitait offrir à ses enfants lorsqu'ils entreraient dans l'âge adulte. Enfin, dans le domaine social, Jack a réfléchi au type d'amis qu'il souhaitait avoir, aux groupes sociaux dont il souhaitait faire partie, aux postes de direction au sein de la communauté qu'il aspirait à occuper et aux causes louables qu'il souhaitait soutenir. Jack voulait s'entourer de personnes inspirantes et partageant les mêmes idées qui l'encourageraient à s'épanouir. Le plan décennal de Jack a commencé à prendre forme au fur et à mesure qu'il couchait ses pensées sur le papier. Il a décrit ses objectifs professionnels, sa maison de rêve avec un beau jardin et son désir d'avoir un impact positif sur sa communauté. Il s'agissait d'une vision vivante et détaillée de la vie qu'il voulait se créer. Avec ce plan en main, Jack a retrouvé le sens de l'orientation et de l'objectif. En se fixant des objectifs clairs dans les domaines professionnels, familial et social, il a non seulement réussi, mais il a trouvé un véritable épanouissement et du bonheur en cours de route. L'histoire de Jack nous rappelle avec force qu'il est essentiel d'avoir des objectifs à long terme et un plan détaillé pour réussir. Il s'agit de savoir où l'on veut aller et de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Prenez donc le temps d'imaginer votre propre avenir et commencez à élaborer votre propre plan décennal. Vous serez peut-être étonné de ce que vous pouvez accomplir lorsque vous avez une vision claire et une feuille de route pour vous guider. 2. Laissez les objectifs devenir votre système d'orientation automatique. Lorsque vous acceptez pleinement vos désirs et que vous devenez obsédé par un objectif, vous recevez la puissance physique, l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour l'atteindre. Comprenons cela à travers 2 individus hypothétiques, Tom et Jack. Bien qu'ils se ressemblent à bien des égards, la différence cruciale réside dans la clarté de leurs objectifs. Tom a un objectif bien défini. Il se voit vice-président d'une entreprise en 10 ans. En s'abandonnant à cet objectif, le subconscient de Tom lui donne des instructions spécifiques, le conseillant sur les actions à entreprendre et celles à éviter. Il sert de guide automatique, l'alerte s'il s'écarte de son chemin et lui donne des instructions pour le remettre sur la bonne voie. En revanche, Jack n'a pas d'objectif clair. Sans but défini, Jack devient facilement confus et manque de cohérence dans ses actions. Il se débat sur le chemin de la médiocrité, hésitant et devinant ce qu'il doit faire. Lorsque vous vous abandonnez à un objectif, celui-ci entre dans votre subconscient. Votre subconscient recherche toujours l'équilibre et avec votre objectif profondément ancré en lui,
Vous vous alignez sur vos désirs. Votre esprit conscient devient libre de penser clairement et directement. Si vous observez les personnes qui réussissent, il est évident qu'elles se consacrent entièrement à leurs objectifs. Leur vie s'articule autour d'un but et ils s'y abandonnent, le laissant les obséder et les guidant automatiquement pour l'atteindre. 3. Faire des détours. Si vous conduisez sur une route et que vous tombez sur une route fermée, vous ne camperez pas là et vous ne rentrerez pas chez vous. La route fermée signifie simplement que vous ne pouvez pas aller où vous voulez sur cette route. Vous trouverez simplement une autre route qui vous mènera là où vous voulez aller. Observez ce que font les chefs militaires. Lorsqu'ils élaborent un plan directeur pour accomplir une mission, ils prévoient également des plans alternatifs. Si un événement imprévu exclut le plan A, ils passent au plan B. Il est important de comprendre que lorsque nous faisons un détour, nous ne devons pas changer nos objectifs. Nous empruntons simplement un itinéraire différent pour atteindre la même destination. C'est un peu comme si Google Maps indiquait des itinéraires alternatifs pour une même destination. 4. L'investissement personnel. Vous avez peut-être entendu des personnes exprimer leur regret de ne pas avoir investi dans certaines actions par le passé, en pensant à la richesse qu'elles auraient pu accumuler. Lorsqu'il s'agit d'investissement, la plupart des gens pensent aux actions, aux obligations, à l'immobilier ou à d'autres biens. Cependant, l'investissement le plus important et le plus gratifiant que l'on puisse faire est celui que l'on fait en soi-même, en acquérant des objets qui améliorent la puissance mentale et les compétences. Les entreprises intelligentes comprennent que leur force et leur succès dans 5 ans ne dépendent pas de leurs actions futures, mais des investissements qu'elles réalisent aujourd'hui. Le profit provient d'une seule source, l'investissement. Cette leçon s'applique également à chacun d'entre nous. Si nous voulons obtenir des récompenses supplémentaires et dépasser un revenu normal dans les années à venir, nous devons investir en nous-mêmes. Nous devons investir pour atteindre nos objectifs. Voici 2 investissements personnels judicieux qui vous rapporteront beaucoup dans les années à venir. 1. Investissez dans l'éducation. Une véritable éducation est l'investissement le plus judicieux que vous puissiez faire en vous-même. 2. Investissez dans des sources d'idées. Engagez-vous à acheter au moins un livre stimulant par mois et abonnez-vous à une revue ou une chaîne YouTube qui peut susciter des idées. 5. Un tout petit pas à la fois. Imaginez que vous soyez bloqué dans la jungle montagneuse à la frontière entre la Birmanie et l'Inde pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous et un groupe d'amis avez dû sauter en parachute d'un avion de transport de l'armée en panne, sachant que les secours n'arriveraient pas avant plusieurs semaines. Le seul moyen de s'en sortir était une marche pénible à travers un terrain dangereux, 140 miles, 225 km de montagne, une chaleur torride au mois d'août et des pluies de mousson incessantes. Pourriez-vous supporter un voyage aussi éprouvant ? Notre héros, Alan, s'est interrogé sur sa capacité à parcourir cette distance. Au cours de la première heure de marche, il pouvait à peine marcher. Le soir venu, ses pieds étaient couverts d'ampoules saignantes. La douleur était atroce. Et il n'est pas seul. Certains de ses compagnons sont dans un état encore plus grave. Mais au milieu du doute et du désespoir, ils ont découvert un état d'esprit puissant qui allait tout changer. Au lieu de se concentrer sur l'ampleur démesurée du voyage, ils l'ont divisé en étapes réalisables. Ils ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin de parcourir toute la distance en une seule fois. Il leur suffisait d'atteindre le prochain village ami. C'est ainsi qu'avec une détermination renouvelée, ils ont continué à avancer. Les jours se sont transformés en semaines et Alan et ses camarades se sont poussés plus loin qu'ils ne l'auraient cru possible. Avant même de s'en rendre compte, ils ont parcouru les 140 miles, 225 km. Contre toute attente, ils ont réussi leur mission apparemment impossible. Comme l'illustre cette histoire, le succès ne vient pas d'un grand saut. Il repose sur une série d'étapes intentionnelles. Le secret consiste à diviser les grands objectifs en mini-étapes et à se concentrer sur une étape à la fois. Partie 12. Améliorer vos compétences en matière de leadership. Voici 4 règles puissantes en matière de leadership. Règle de leadership numéro 1. Quelle est la manière humaine de gérer cette situation ? Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un ami de l'auteur, John. L'un des membres de l'équipe de John ne convenait pas pour le poste. John n'avait pas d'autre choix que de le licencier. Mais John a géré la situation comme une légende. Pas de réunions ennuyeuses ni de longues périodes de préavis. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, il s'est entretenu avec l'employé et lui a expliqué les avantages qu'il y avait à trouver une nouvelle opportunité correspondant à ses compétences et à ses passions. Ensuite,
Il a mis l'employé en contact avec des entretiens dans d'autres entreprises où ses talents étaient très recherchés. Et devinez quoi? En seulement 18 jours, l'employé a décroché un nouvel emploi très prometteur. Mais la sauce secrète de John ne consistait pas seulement à aider une personne, il soutenait son équipe. Il a fait preuve d'une attention sincère et d'un soutien inébranlable. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a créé une armée imparable de super-héros loyaux, prêts à relever tous les défis qui se présentaient à eux. Voici ce qu'il faut faire. Au lieu d'être un dictateur ou un fanatique des règles, soyez d'abord un être humain. Dites adieu au sarcasme, au cynisme et aux coups de force. Imaginez que vous êtes un chef d'entreprise et que la tension monte parmi les membres de votre équipe. C'est comme une bombe à retardement prête à exploser. Par exemple, Sarah et John sont deux membres de l'équipe qui ne s'entendent pas sur l'orientation d'un projet. Ils sont comme des super-héros rivaux avec des idées différentes. En tant que chef, vous devez faire un choix. Première option, libérez le dictateur qui sommeille en vous. Faites-les taire, imposez votre décision et écrasez-les. Mais sérieusement, qui veut cela? Nous savons tous les deux que c'est un désastre total. Deuxième option, devenir le gourou du règlement. S'en tenir aux lignes directrices, ignorer leurs préoccupations et les traiter comme des machines. Flash info, les gens détestent être traités comme des robots. Passons maintenant aux choses sérieuses. L'approche humaine. Vous prenez le temps d'écouter Sarah et John en tenant compte de leur point de vue. Vous créez un espace sûr pour un dialogue ouvert, leur permettant d'exprimer leurs pensées, leurs préoccupations et leurs idées. Vous montrez que leur voix compte en tenant compte de leur point de vue et en recherchant une solution de collaboration. Cette approche permet non seulement de résoudre le conflit, mais aussi de renforcer les liens entre les membres de l'équipe. Règle de leadership numéro 2, échangez des idées avec les personnes que vous voulez influencer. Ted avait un travail passionnant en tant que rédacteur et réalisateur pour la télévision dans une grande agence de publicité. Lorsque l'agence a trouvé un nouveau client, un fabricant de chaussures pour enfants, Ted s'est vu confier une grande responsabilité, créer des publicités télévisées qui capteraient l'attention de tous. Cependant, après environ 1 mois de campagne, il est devenu évident que quelque chose ne fonctionnait pas. Les publicités n'incitaient pas les gens à se précipiter pour acheter les chaussures dans les magasins. Les gens avaient beaucoup à dire. C'est tellement étrange, c'est trop fantaisiste. On dirait que quelqu'un essaie trop fort d'être intelligent. Voici la partie la plus intéressante. En examinant de près les réactions, ils se sont rendus compte que les 4% de personnes qui avaient aimé les publicités ressemblaient beaucoup à Ted en termes d'argent, d'éducation, de sophistication et de centre d'intérêt. Mais les 96% restants venaient d'horizons différents. Le problème, c'est que Ted avait conçu les publicités en fonction de ses propres préférences, sans tenir compte de la manière dont la plupart des gens achètent des chaussures. Il s'est concentré sur ce qu'il aimait plutôt que sur ce qui plairait à la majorité. Il s'est avéré que si Ted avait pensé comme une personne ordinaire, il se serait posé 2 questions importantes. Si j'étais un parent, quel type de publicité me donnerait envie d'acheter ces chaussures? Et si j'étais un enfant, quel type de publicité me donnerait envie de dire avec enthousiasme à mes parents que je veux ces chaussures? Comprenons cet exemple à l'aide de quelques situations. 1. Si vous donnez des ordres à vos subordonnés ou à votre employé, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'aimerais exécuter les ordres si on me les donnait de la même manière que je les donne aux autres? 2. Si vous préparez un discours, tenez compte du contexte et des intérêts de votre public. Il s'agit de se mettre à leur place. Comprenez les personnes que vous voulez influencer. Règle de leadership numéro 3, pensez au progrès, croire au progrès et pousser au progrès. Imaginez la situation. Vous êtes le président d'une entreprise de taille moyenne et vous devez prendre une décision difficile. Vous souhaitez promouvoir un vendeur au poste de directeur des ventes. Il s'agit d'un rôle crucial et vous devez faire un choix judicieux. Vous faites appel à un expert qui passe une journée avec chaque candidat. 2 vendeurs réagissent de la même manière. Ils résistent au changement et s'en tiennent au statu quo. Mais il y en a un qui se démarque, le 3e vendeur. Il est enthousiasmé par la croissance de l'entreprise et toujours avide d'amélioration. Il partage ses idées pour obtenir de nouveaux contrats, fournir un meilleur service et stimuler la motivation. Il ne pense qu'au progrès. Qui choisiriez-vous? Évidemment, le penseur progressiste, n'est-ce pas? Celui qui croit qu'il faut repousser les limites et améliorer les choses. Dans tous les domaines de votre vie, vous devez penser au progrès, croire au progrès et pousser au progrès. Voici une petite liste de contrôles pour y réfléchir.
1. Pensez-vous de manière progressiste au travail? Par exemple, faites-vous l'éloge de votre entreprise, de ses employés et des produits qu'elle vend chaque fois que l'occasion se présente? 2. Pensez-vous progressivement à votre famille? Par exemple, visez un niveau de vie plus élevé. 3. Pensez-vous à vous-même de manière progressive? Par exemple, vous développez-vous et vous améliorez-vous constamment? Il n'y a que 2 façons de développer une attitude progressiste. 1. Pensez à vous améliorer dans tout ce que vous faites. Et 2. Pensez à des normes élevées dans tout ce que vous faites. Règle de leadership numéro 4. Exploitez votre pouvoir de réflexion suprême grâce à la solitude. Dans le cadre d'un programme de développement personnel, 13 stagiaires se sont vus confier une tâche unique. Ils devaient passer 1 heure par jour pendant 2 semaines tout seuls. Pas de distraction, juste de la pure solitude. Ils ont été encouragés à réfléchir de manière constructive à tout ce qui leur venait à l'esprit. À la fin de ces 2 semaines, une chose incroyable s'est produite. Tous les stagiaires, sans exception, ont déclaré que l'expérience avait été incroyablement pratique et utile. L'un d'entre eux était sur le point d'avoir un sérieux désaccord avec un autre cadre, mais grâce à une réflexion claire pendant sa solitude, il a non seulement identifié la cause profonde du problème, mais il a également trouvé une solution pour le résoudre. D'autres ont découvert leur propre percée. Un stagiaire a relevé le défi d'un changement d'emploi, tandis qu'un autre a résolu ses difficultés conjugales. Il y a même eu quelqu'un qui a trouvé la clarté dans l'achat d'une maison. Mais ce n'est pas tout. Voici la partie la plus fascinante. Ils ont constaté que les décisions et les observations faites pendant leur solitude étaient extrêmement précises. Lorsque le brouillard des distractions se dissipait, les bons choix devenaient clairs comme de l'eau de roche. Les dirigeants qui réussissent savent qu'il est important de passer du temps seul avec leurs pensées. La solitude leur permet de rassembler les pièces du puzzle d'un problème, de trouver des solutions créatives et de planifier efficacement. C'est leur arme secrète pour mieux penser. Malheureusement, de nombreuses personnes ne parviennent pas à libérer leur propre pouvoir de leadership créatif parce qu'elles demandent conseil à tout le monde et à tout le monde, sauf à elles-mêmes. Elles ne parviennent pas à puiser dans leur propre sagesse intérieure et leur perspicacité. Voici ce que vous pouvez faire pour exploiter le pouvoir de la solitude dans votre propre vie. 1. Commencez par vous réserver du temps chaque jour, au moins 30 minutes, pour être complètement seul. Choisissez un moment où votre esprit est frais et où les distractions sont minimes. Ce peut être tôt le matin ou tard le soir, selon ce qui vous convient le mieux. Pendant ce temps dédié, engagez-vous dans 2 types de réflexion, dirigée et non dirigée. Pour la pensée dirigée, concentrez-vous sur un problème ou un défi majeur auquel vous êtes confronté. Laissez votre esprit étudier objectivement la question et vous guider vers la bonne réponse. Pour une pensée non dirigée, laissez votre esprit vagabonder librement. Exploitez les différentes pensées et idées qui vous viennent naturellement. Ce type de réflexion fait appel à votre subconscient. Rappelez-vous que la réflexion est la principale tâche du dirigeant et que la meilleure façon de se préparer à diriger est la contemplation réfléchie. Les réponses que vous cherchez sont en vous. Donnez-vous l'espace et l'opportunité de les trouver. Partie 13. Croyez que vous pouvez réussir et vous réussirez. Ceux qui croient pouvoir déplacer des montagnes le font effectivement. La croyance déclenche en nous le pouvoir d'agir, de trouver des solutions et de réaliser ce que d'autres considèrent comme impossible. Votre esprit est une usine à pensée qui compte 2 employés, Monsieur Triomphe et Monsieur Défaite. Nourrissez Monsieur Triomphe de signaux positifs et il fabriquera des raisons pour lesquelles vous pouvez réussir. En revanche, Monsieur Défaite vous remplira de pensées négatives et de raisons pour lesquelles vous n'y parviendrez pas. Renvoyez Monsieur Défaite et adoptez Monsieur Triomphe à 100%. Voici 3 conseils tirés du livre pour développer le pouvoir de la croyance. 1. Se concentrer sur la pensée de la réussite. Remplacez les pensées d'échec par des pensées de triomphe. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, rappelez-vous que vous les surmonterez. Lorsque vous êtes en compétition avec d'autres, pensez que vous êtes l'égal des meilleurs. Saisissez les occasions qui se présentent à vous en pensant que vous pouvez atteindre l'excellence. Laissez la puissante pensée « je vais réussir » dominer votre processus de réflexion. En pensant au succès, vous conditionnez votre esprit à créer des plans et à prendre des mesures qui mènent au succès. 2. Ne sous-estimez jamais votre propre potentiel. Ne vous sous-estimez pas. Et 3. Croyez en l'importance. La taille de votre succès est directement proportionnelle à la taille de votre croyance.
Osez voir grand, fixez-vous des objectifs ambitieux et attendez-vous à de grandes réalisations. Ne vous limitez pas à de petites idées et à de petits projets. C'est tout pour cette vidéo. Elle était assez longue, mais j'espère qu'elle en valait la peine. Probablement 95% des gens ne regarderont pas de telles vidéos ou ne liront pas de tels livres. En regardant simplement cette vidéo, vous faites déjà partie des 5% supérieurs et si vous prenez juste 1 ou 2 leçons de cette vidéo et que vous les appliquez à votre propre vie, je crois vraiment que vous verrez des changements remarquables. Merci d'avoir regardé cette vidéo et passez une bonne journée.